Et déjà, je ne vois pas l'intérêt d'une prise d'euro sur des protocoles de hors-saison. Ne me prenez pas cette merde. Hein. J'ai essayé de sensibiliser les coachs un petit peu là-dessus. Les mecs arrivent à vous envoyer quand même aux urgences de par la supplémentation. Salut à tous. Yo les FDP, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ou bonjour, je sais même pas quelle heure il est. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous regardez le truc. J'espère que vous allez bien. On est fatigué, ça va très bien se passer. On dort 4 heures depuis plusieurs semaines, ça va très bien se passer. Comment ça va, Antonin? Écoute, franchement, ça va très très bien. Bon, après, j'en connais un qui m'a dit, Ouais, vas-y, quand tu es dis-moi. fatigué, Ouais, tu bois du café. exactement. Donc du coup, on doit tourner à peu près un café toutes les heures de... Exactement, c'est ça. L'eau n'existe plus, en fait. L'eau n'existe plus. En fait, j'essaie de me convaincre d'un truc, c'est que si je m'arrête de boire du café vers 15 heures, Ouais. je vais arriver à dormir. Ouais, Le problème, c'est que si j'en bois entre 10 et 12 avant 15 heures, ouais. je dors pas super bien non plus. Donc bon, la demi-vie, Du coup, quelle est la solution alors? on en parlera peut-être aujourd'hui. Voilà, exactement, ouais. Du coup, aujourd'hui, sujet qui fait donc du coup suite aux 2 épisodes d'avant que l'on a tourné, en sachant que l'épisode numéro 1 était un peu la base, entre guillemets, de tout ce qui était prépa, un peu physio, etc. Sujet numéro 2 qui était, il va falloir me rafraîchir la mémoire. Ah, bonne question. Ça fait un En fait, moment qu'on l'a tourné en plus. Hein. Ça fait un moment qu'on l'a tourné et en fait, Ouais. c'est une continuité du sujet numéro 1. On a commencé en fait à C'était la fatigue, je crois. poser les bases de la fatigue Ouais. pré-prépa, Ouais, c'est ça. les conséquences intra-prépa forcément, puisque c'est un marqueur qui va s'accentuer pendant la prépa. Bien sûr. Et du coup, pour faire suite au sujet de la fatigue, on vous a prévu 2 très beaux sujets aujourd'hui. Ouais. Le premier sur le stress oxydatif, qui forcément sera une résultante Ouais. des marqueurs de fatigue. Qui est la base de tout et qui est la jeunesse de tout le reste après, en fait. Hein. C'est ça. Donc on vous a prévu une super belle trame pour aujourd'hui. Ouais. Pas mal de questions pour Anto, donc ça va être super sympa. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Prise de sang, compléments, il y a Ouais. vraiment des trucs sympas. J'en profiterai pour intervenir surtout pour de la partie terrain, parce que forcément avec les athlètes... Bah, tous les deux, hein, pour la Ouais. partie terrain. Parce Oui, qu'on a des... forcément oui. Mais c'est vrai que pour les athlètes, au Coco, tu me diras, pour des lifestyles, des fois tu dois avoir des trucs aussi Ah, catastrophiques. c'est que pas les Jojo. athlètes, hein. Mais même pour les gens classiques, c'est pas Jojo en vrai. Hein. Franchement, je pense que je sais même pas en fait qui est le pire entre les athlètes, nati ou non nati, ou les gens lambda en fait. Parce qu'en fait, au final, il y a on voit les marques. Enfin, après, quand tu as quelqu'un sous chimie, en général, les marqueurs sont très souvent proportionnels à la cure qu'il y a eu et à l'état physiologique. Mais c'est vrai qu'en général, même les personnes lambda. Hein. En fait, le truc, c'est que dans ce qu'on va essayer de vous donner, j'avais 2 trucs en tête pour cette intro. Le premier, c'est que la prise de chimie, attention, il n'y a pas de recommandation ici, hein, mais la prise de chimie ne vous placera pas toujours dans un état de santé Non. moins bonne. Au contraire, ça peut même l'améliorer dans certains cas, c'est justement ce dont on va parler au début. Exactement. Et forcément, si on compare une personne qui prend sa première TRT à 42, 45, 50 ans par rapport à une personne en état d'obésité morbide qui a 22 ans et qui pèse 160 kilos, Ouais. voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits. Je l'ai prévu surtout pour la partie santé cardiovasculaire. Mhm. Si on compare des obèses Ouais. avec des bodybuilders Mm. et qu'on prend 2 cas de 2 personnes qui pèsent 130 kilos, Bien sûr. on retrouvera dans tous les cas, à un moment donné, Des marqueurs qui se des rejoignent. marqueurs Ouais. qui sont dans tous les cas pas bons dans les 2 cas et assez similaires. Ah, bien sûr, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant de faire tout ça. Non, mais je suis d'accord. Tu sais, on peut même parler, par exemple, de la résistance à l'insuline. Le nombre de compétiteurs que moi j'ai vu en suivi, que j'ai eu un peu avant la prépa pour tenter un peu d'inverser le truc. On voit de la résistance à l'insuline qui explose le plafond à 15 points et j'en passe et des meilleurs. En vrai, c'est énorme. Pareil pour tous ceux qui ont la science qu'on appelle lorsqu'il y a beaucoup d'acide urique qui est créé de par le fait que la fonction hépatique est complètement surchargée. C'est ce qu'on appelle une hyperuricémie, je crois, ou une hyperuricémie, un des deux. Mais indirectement, les personnes obèses aussi ont indirectement ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est là que c'est hyper intéressant parce que 2 personnes de 130 plaques, 2 contextes entre guillemets différents, les 2 sont en surpoids, mais conditionnés avec une composition corporelle qui est complètement différente. Et en fait, indirectement, on retrouve quand même des similitudes en fait. C'est ça. Et donc au final, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de parallèles qui vont se faire entre les deux. Et du coup, c'est quand même un sujet qui va être assez conséquent parce que le problème qu'on va souvent avoir avec les athlètes, alors plus avec les athlètes, je pense qu'avec les lifestyles, parce qu'on a toujours à un moment donné une contrainte Bien sûr. de timing, Non, mais tout à fait, ouais. qu'en général on n'a pas sur un lifestyle, sauf peut-être dans des cas très particuliers, je pense de maladies peut-être plus graves ou des risques Ouais, d'opération, des choses comme après, de toute façon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu es sur 100% d'une physiologie, entre guillemets, d'un état de santé. La génétique, c'est à peu près 10%, et les 90% restants vont être ce qu'on appelle l'épigénétique, entre guillemets, le style de vie que tu as, la façon de manger, ton éducation. ça. C'est que 10%.
Ouais, à peu près. Le problème, c'est que c'est très dur en fait tu sais, de donner une bonne estimation Oui. parce que c'est toujours. On va dire que les chiffres qu'on a, c'est entre 10 et 20%. Voilà. Mais en fait, tu sais, la génétique, je pense que tu vas être d'accord avec ça. Tu sais, c'est un peu comme la notice, un peu de base, entre guillemets. Et après, l'épigénétique, c'est la façon dont tu vas comprendre plus ou moins le plan, c'est les petites lignes que tu vas lire, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que ça va définir le reste, quoi. Mais c'est pas aussi significatif que ce qu'on pourrait penser. D'accord. Ouais, je le pensais, tu vois, pour certaines choses. Tu vois, dans des choses qu'on a régulièrement dans le body, par exemple, je pensais à l'acné, au profil lipidique. Tu vois que ça Non, pouvait avoir une part ouais. plus importante que ça. Non, la génétique en général des papiers que l'on a, c'est entre 10 à 20% au plus haut, mais 10%, 10 à les 15, c'est vraiment la moyenne, tu vois. Et les D'accord. 90, 85% restants sont vraiment le reste épigénétique, la façon de manger, de s'alimenter, l'éducation, le passé, etc., quoi. Donc en fait, c'est vraiment là que tout se joue pour la plupart des cas. Et c'est ce qui indirectement, c'est les gens. C'est ce qui fait que en fait, quand tu vas prendre tes deux personnes, une personne A et une personne B, mais quand tu vas les mettre sous chimie, elles vont avoir deux chemins complètement différents indirectement pour le même profil, admettons, quoi. Et là-dessus, il y a un truc qu'on vous a répété, Ah oui. on a introduit dans le call numéro 1, dans le podcast numéro 1, qu'on a détaillé dans le podcast numéro 2. Mais avant de parler de stress oxydatif, on est obligé de parler de ça dès le début. C'est, quand on parlait de timing tout à l'heure, c'est de prévoir Ah dans oui. le temps correctement son année. Ouais. Et c'est pour ça que ce soit pour un lifestyle d'ailleurs ou pour un athlète, on est obligé de prévoir sur du long terme son année. Ouais. Parce que forcément, bon, tu parles de génétique, d'épigénétique, mais dans tous les cas, à un moment donné, vous n'allez pas tous avoir la même réponse Bien sûr. au stress, tous la même réponse. J'allais dire dans tous les cas à la prise d'androgène, mais forcément, ce sera à un moment donné lié au marqueur de stress. Exactement. Donc, vous n'aurez pas tous des temps d'off qui seront similaires. Vous n'allez pas pouvoir tous encaisser les mêmes temps de prépa. Et la plupart du temps, on va beaucoup y revenir aujourd'hui. J'ai essayé de sensibiliser les coachs un petit peu là-dessus, de ne pas rester, on va dire, d'essayer de ne pas garder ses œillères toute la prépa, et que quand vous voyez, avant même d'avoir une prise de sang, parce que la plupart du temps, quand on est en prépa, c'est pas sur la fin d'une prépa qu'on fait le plus de prises de sang. Dans tous les cas, on ne s'attend pas à voir les meilleurs marqueurs après 12-16 semaines. Donc, on en fait quelques-unes, mais le pire, c'est que les prises de sang qu'on fait à ce stade, c'est des prises de sang pour optimiser le look. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, normalement, les prises de sang, t'en fais déjà avant pour savoir un peu sur quel terrain tu vas t'engager. Et de toute façon, dans tous les cas, comme on l'a dit sur les épisodes d'avant, tu commences pas ta prépa tant que t'es pas ouvert, quoi. Et le but est de préparer, entre guillemets, le corps autant que possible. Mais préparer, c'est un bien grand mot, hein, parce que... C'est ça. Et au final, comme on l'a dit la dernière fois, si vous partez en santé, vous allez avoir un corps qui répondra facilement. Bien sûr. Forcément, il y a beaucoup de petites choses que je vais vous donner aujourd'hui, plus de terrain qu'il va falloir prendre en compte. Beaucoup de mythes et idées reçues là-dessus. Mais il y a quand même une question que je voulais te poser juste avant qu'on attaque. C'est vraiment la question que je m'étais notée qui m'intéresse. Yep. Quand on parle, alors je parle pour le contextualiser d'un athlète qui a un bon niveau de pratique. Donc si je devais te donner des chiffres, allez, je sais pas, on prendrait au moins à partir d'un classique physique, tu vois qu'il y a le potentiel de passer pro. Donc si tu veux une ordre de weight cap, un mec qui fait 1m77, 78 pèse 95-96 kg sur scène. Okay. Donc on parle de poids de corps plus 17-18 déchiré sur scène. Ouais. On parle d'un gars qui va faire 104-106 kg hors saison pour 1m77-78. Donc vraiment, c'est énorme. Ça commence à être énorme. Et on est en classique. À quel point est-ce que tu penses qu'on peut conserver une physiologie, et je dirais même peut-être dite correcte et pas optimale, parce que forcément, passer 3, 4, 5 années de pratique, en général, on est sur un déclin progressif, qu'on essaye de garder correct, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on va être obligé de sacrifier une part de santé en se gardant quand même on va dire une range de sécurité, mais est-ce qu'on va être obligé de le sacrifier sans pouvoir remonter sur des valeurs qui sont proches de valeurs en fait, je pense que ça dépend, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le corps va être, tu sais, en fait, c'est ce que je dis tout le temps, plus le corps est dans un environnement, tu sais, qui va être demandant physiquement, émotionnellement, psychologiquement, physiologiquement et environnementalement parlant, le plus le corps est dans cet environnement-là, demandant pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, c'est quand on parle d'un environnement demandant, les gens pensent systématiquement que c'est un environnement qui est hyper stressant, etc., etc. Une prépa, tu sais, quand tu es en on, vous augmentez le volume, l'intensité, le cardio, machin, mais pas forcément. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un environnement qui est demandant, c'est un environnement qui va demander à l'organisme beaucoup d'énergie, en fait, si tu veux. Mais vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, je pense que tu vas être d'accord avec ça, mais règle de physiologie 101, quand tu fais ça, le corps va répondre comme ça. Quand tu vas répondre comme ça, quand tu fais ça, le corps répond comme ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
le plus vous mettez le corps dans un environnement qui est demandant, et le plus il va avoir besoin d'énergie pour répondre à ça. Et un exemple très simple, quand on parle d'environnement demandant, encore une fois, vous parlez de prépa, mais très souvent, être haut en cale, c'est un environnement qui est très demandant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, et je vous le dis, hein, règle de physiologie 101, vous faites ça, le corps répond comme ça. Vous faites ça, le corps a besoin de ça. Et c'est une équation mathématique à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Ce qui concrètement veut dire que c'est pas parce que tu as beaucoup de cale que tu vas pas avoir de carence en micronutriments. Pourquoi? Parce que on prend l'exemple du fait quand vous faites les fameux jours on et jours off là, avec les jours on qui sont riches en carbs et les jours off où il y a moins de carbs, un peu plus de lipides, admettons, bref, peu importe comment tu veux cycler ta diète avec ton athlète, mais indirectement, par exemple, avoir une diète qui est riche en carbs va déplétir énormément de micronutriments. On parle du magnésium, du zinc, de la vitamine D, du chrome, la vitamine B1. La vitamine B1, elle prend hyper cher. Pourquoi est-ce qu'en fait la vitamine B1 à la base, elle est utilisée dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. Avec alors l'enzyme de mémoire, c'est la pyruvate déshydrogénase, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle la PDH. Et indirectement, le plus de carbs il va y avoir, le plus il y a d'énergie qui va être produite, d'ATP qui va être produit, le plus la B1 va être sollicitée et le plus elle va être déplétée de par le fait que, comme il y a beaucoup de carbs qui rentrent, beaucoup d'ATP qui est produit, donc forcément beaucoup plus de B1 qui est utilisé. Et indirectement, si on ne fait pas gaffe, les taux de B1, malgré le fait que tu consommes je ne sais pas combien de calories, tu vois. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que et c'est pareil pour la B2, c'est pareil pour la B3, la B2 qui par exemple est important pour l'oxydation du glucose, mais qui aussi va servir indirectement, si je me rappelle bien, à régénérer ce qu'on appelle le NAD+, et le NAD+, et le NADP+, qui sont des dérivés de NADH, qui sont des dérivés de B3, mais indirectement, si tu n'as pas cette B2, tu ne peux pas régénérer la B3 et tous les métabolites dont tu vas avoir besoin pour produire de l'énergie, etc. Mais la B3, ce qu'il faut savoir indirectement, c'est qu'elle est importante pour créer de l'énergie aussi, sur ce fameux cycle de Krebs, etc., etc. Sauf que même principe, même constat, plus la cellule, la mitochondrie, va produire indirectement de l'énergie, et plus avoir besoin de B3, mais plus elle a besoin de B3, plus elle va avoir besoin de B2 pour recycler le truc, et la B1 qui derrière arrive est là pour produire de l'énergie, machin, et on se retrouve dans une situation qui est très complexe en fait. Donc ça dépend en fait, encore une fois, de comment ça a été mené. Et un environnement qui est demandant, c'est pas forcément un environnement de prépa avec beaucoup de cardio, etc. C'est quand vous êtes haut en cale, quand vous faites du 4000 cal+, etc., c'est un environnement qui est très demandant. Parce que pour la fonction hépatique, pour la fonction digestive, c'est abominable. Pour la fonction rénale, c'est abominable. Pour la fonction thyroïdienne, c'est très demandant aussi. Pour absolument tout le corps, en fait. Donc ça dépend de comment ça a été préparé, en fait. Ouais, on le verra juste en détail. C'est la partie numéro 1 ou 2, je crois que je vous ai prévu. Ah d'accord, moi je gagne directement les étapes. Non, je te laisse parce que j'ai des questions par rapport à ça. Mais ok, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je le verrai peut-être de la manière suivante. Ouais. Et c'est là où forcément, ça peut être bien aussi. Et ça, je vous le conseille. Je vous le dis à vous en regardant la caméra parce que ça m'arrive de solliciter Anto. Si à un moment donné, vous avez besoin d'un avis extérieur, n'hésitez pas à le demander. Parce que forcément, sur vos athlètes, la première chose que je ferai toujours, alors je dirais avant une prise de sang, je parle du principe que dans tous les cas, il y a les deux qui vont rentrer en compte. Mais déjà, c'est d'avoir un feedback de mon athlète. Ouais. Ça, forcément, il faut que tu aies un athlète en qui tu aies confiance. Un feedback de l'athlète, des photos. Déjà, à partir du moment où il n'y a aucun marqueur, donc en termes de nutrition ou d'entraînement qui ne change, et qu'on voit un corps qui fatigue, anormalement, des performances qui se crachent, de la rétention d'eau, un sommeil qui se casse la figure, un ventre qui commence à gonfler, etc. Bon, déjà, en général, ça sent pas bon. Vous pouvez dans tous les cas faire une prise de sang à ce stade. Dans tous les cas, il y a des marqueurs. Le corps parle. Hein. Le corps parle. Donc déjà, c'est une première chose. Et forcément, en prépa, ça m'est déjà arrivé. Et les cas les plus récents que j'ai en tête, le pire, c'est qu'on parle d'athlète naturel. Bah, vous avez beau essayer de vous battre contre ça, bon courage. Hein, parce que ce n'est pas des enzymes digestives qui vont vous sauver à ce stade. Non, et de toute façon, en général, quand tu as ces marqueurs-là, c'est que tu as un corps qui est déjà fatigué, un corps qui est déjà épuisé. Donc forcément, beaucoup de stress oxydatif qui, à tous les coups, est déjà présent. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est le stress oxydatif, c'est... En fait, le corps, il fonctionne H24, c'est matin, nuit, jour, après-midi, peu importe ce que vous faites, que vous travaillez, marchez, mangez, allez aux toilettes, promenez le chien, le corps, il fonctionne H24. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un corps fonctionne, entre guillemets, tout le temps, plus il fonctionne vite, si on peut dire ça comme ça, et plus il va produire des déchets, des métabolites, etc., à hauteur de son fonctionnement. Plus un corps fonctionne, entre guillemets, rapidement. J'aime pas trop parler de tout ce qui est métabolisme haut, métabolisme bas, parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais en gros, plus un corps fonctionne bien,
on va dire ça comme ça, plus il va produire à côté. Mais forcément, un corps qui fonctionne bien, normalement, c'est un corps qui est capable de tamponner en fait ces excès de déchets qu'il va produire. Et vos cellules, et notamment les mitochondries, avec ce qu'on appelle, si je ne me dis pas de bêtises encore une fois, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, qui est un process par lequel le corps va créer de l'énergie, va créer de l'ATP, et où il va utiliser les nutriments de C pour créer justement cet ATP-là. Il va créer des déchets qu'on appelle les ROS. Vous connaissez ça peut-être sous le nom de espèces réactives à l'oxygène. Ouais. En anglais, c'est ROS. En français, c'est ERO. Il y en a d'autres aussi, c'est espèces réactives à l'azote, si je ne dis pas de bêtises. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle les RNS. C'est Reactive Nitrogen Species, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez aller chercher, voilà. Et indirectement, la mitochondrie, plus elle est sollicitée, plus elle fonctionne, plus elle va justement sécréter justement de ces métabolites-là, enfin, de ces déchets-là, métaboliques qu'on appelle justement du stress oxydatif, et qui vont, lorsqu'ils sont présents en trop grosse quantité indirectement, causer 2-3 petits problèmes à droite à gauche. Le foie est un peu moins capable de gérer l'inflammation, les reins sont capables de moins bien excréter, la thyroïde fonctionne moins bien, le digestif commence à tirer un peu la gueule, etc. etc. Et de fil en aiguille, on se retrouve justement à avoir une symptomatique que tu peux décrire par exemple, quoi. Donc si avant ça n'a pas été bien préparé, ça peut expliquer le pourquoi du comment, ouais, par exemple. Bon, vous avez une très bonne intro. Voilà. Moi, je prends les devants, wesh. Je vous l'avais résumé. En fait, il y a un petit, il y a un mot-clé que j'aimerais bien qu'ils aient dès le début pour ceux pour qui ça peut paraître encore un peu flou, parce que forcément, on n'a pas que des personnes qui ont encore un bon niveau de physio. On va parler de stress oxydatif, moi je l'avais noté comme aussi associé à une réponse inflammatoire dans tous les cas qui sera excessive, puisqu'à un moment donné, les deux seront liés. Forcément, qui dit stress oxydatif, il l'a dit, production justement de ROS, ça pareil, on en reparlera juste après. Ouais. Mais pour vous donner quelques données, alors ça, je suis allé j'ai pas les données d'études, parce que je les ai pas pris sous les yeux, donc je ne peux pas vous donner les références. Peut-être même que j'irai chercher, on peut le mettre dans la description. Ouais. Mais dans tous les cas, il faut savoir que alors on va dire AAS, très souvent, stress oxydatif, on peut se permettre de le dire. J'aime bien marquer SO par flemme. AAS, c'est pour justement l'utilisation de stéroïdes anabolisants. C'est quoi d'ailleurs? Anabolique, androgénique, stéroïde? Ouais, stéroïde, c'est ça. Ouais. Ou c'est androgénique au... Hein? On le dit en français SAA? Non, je crois pas. Non. Je crois pas, j'ai jamais vu. Du stéro, direct. Stéro. Anabo. Donc, il faut savoir que ça peut agir comme immunodépresseur, mais à des quantités qui sont faibles à modérées. Mais c'est comme tout, voilà. Sauf que vous n'arrivez pas à doser. Et là-dessus, pour réussir à avoir trouvé quelques chiffres, c'était pas forcément super simple. Ouais. Disons que si je prends déjà la fourchette haute qui me paraissait déjà élevée, dans ce que j'ai trouvé, c'était jusqu'à 400 mg par semaine. De total, tout confondu. Toutes molécules confondues. Toutes molécules confondues, c'était pas précisé que pour de la testostérone. Mais en règle générale, si on parle d'une pure TRT, on sera plutôt, pour faire large, entre 100 et jusqu'à 200 mg sur ce qu'on voit en général sur des ordonnances à l'étranger, parce qu'en général, en France, c'est pas comme ça qu'on procède. Donc si vous êtes au-dessus de 200, ce n'est pas une TRT. Même si, forcément, pour les gros gabarits... Oui, mais là, encore une fois, c'est contextuel. C'est contextuel, mais ça vient s'adapter au gabarit. Mais ce n'est pas parce que ça s'adapte au gabarit que c'est forcément santé. Oui. Et on a énormément de gros avec qui on est obligé de redescendre jusqu'à 125 ou 150 pour récupérer des marqueurs de santé. Bien sûr. Parce que de nouveau, 350 mg par semaine en TRT pour quelqu'un qui fait 130 kg, proportionnellement à un homme qui s'entraîne peut-être 3 fois par semaine en course à pied, et qui a une première TRT à 125 mg par semaine et qui pèse 66 kg. Oui, là, le gabarit n'est pas le même. Et la pratique n'est pas la même non plus. Exactement. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce que vous avez besoin de 350 mg par semaine pour maintenir un physique que vous allez récupérer forcément une santé rapidement avec. Bien sûr. Aussi, c'est juste pour vous donner une range, jusqu'à 400, idéalement entre 100 et 200. C'est quand même pour que vous puissiez le situer un petit peu plus. Et j'y pense, c'est pas parce que vous baissez les dosages des fois que vous allez forcément perdre le physique non plus que vous avez. Dans 90% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Ne sous-estimez surtout pas vraiment l'impact qu'une physiologie qui tourne peut vous amener. Hein. Surtout, vraiment. Et surtout quand vous avez pris des dosages élevés pendant de longues périodes. Pareil, on y reviendra juste après. Il y a un temps d'élimination cumulé qui est très, 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 très élevé. Bien sûr. On ne spoil pas encore sur les esters, ça, ce podcast. D'accord, ok. Je sais que tu es chaud sur le sujet. Je dis rien. Là, ça bouillonne. Ça bouillonne parce que, en fait, ça me fait penser qu'en fait, ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle de la polymédication. C'est en fait que vous avez. En fait, la polymédication, elle est très souvent connue dans la pratique médicale un peu standard. Quand tu as quelqu'un qui a, par exemple, bon, je vais prendre un exemple vraiment
assez extrapolé pour que les gens puissent comprendre, mais c'est quand tu as un cas de cancer, les mecs vont avoir donc du coup des antibiotiques, des corticos, des immunodépresseurs, des ci, des ça, etc. C'est ce qu'on appelle de la polymédication. Et c'est ce que vous faites exactement en fait quand vous avez de la chimie, tu sais, avec la TS, le mastéron, les anti-aromatases, hormones thyroïdiennes et j'en passe et des meilleurs. Vous faites de la polymédication. Donc en fait, vous rajoutez des molécules sur des molécules sur des molécules sur des molécules, ce qui va amener un impact physiologique bien sûr beaucoup plus conséquent indirectement. Et donc, on se retrouve à voir, et ça vous devez vraiment le comprendre, que la prise de chimie, ok, elle vous déboîte littéralement les mitochondries. Alors, elles vont vous amener des effets physiologiques santé. Mais encore une fois, n'oubliez pas que lorsque vous prenez de la chimie, et ça je pense que tu seras d'accord, la machine tourne mieux. Plus la machine tourne, plus elle va produire de ces fameux ROS, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et plus vous devez avoir un système antioxydant qui tient bien la route. Parce que le problème, c'est que plus vous prenez de la chimie, plus les mitochondries vont augmenter cette production de ROS et plus vous pouvez vous retrouver vraiment dans des situations très complexes. Et c'est pour ça que très souvent, vous avez le foie qui commence un peu à déconner. Enfin, pas, il va déconner, mais il va déconner plus rapidement que prévu, que vous avez du mal à relancer, par exemple, que le digestif tire la tronche, que la thyroïde tire la tronche malgré le fait que vous envoyez des hormones thyroïdiennes et j'en passe, que la prolactine ne descend pas malgré le fait que vous envoyez de la Cabergo et j'en passe, etc., etc., etc. Et là-dessus, s'il y a bien une chose que j'ai compris avec le temps, surtout en prépa, plus vous allez chercher justement à avoir cette fameuse polymédicamentation qui est variée, Ouais, plus ce sera difficile à gérer. bien sûr. La plupart du temps, quand il y a un problème, concentrez-vous sur le problème en lui-même. Essayez déjà de le régler de par l'environnement, la nutrition, sans Ouais. chercher à venir le corriger par de la médicamentation. Déjà parce que forcément, déjà qu'on parle d'AS, on est déjà dans un cadre qui est censé quand même ne pas être légal. Bien sûr. Forcément, si on peut éviter de se prendre pour des apprentis médecins, Ouais. à côté de ça, c'est plutôt sympa. Parce que forcément, c'est des choses qui sont quand même assez à la mode à l'étranger. Et on se retrouve vite avec des gars qui ont des stacks à 10, 12 molécules Ah oui, non, totales. mais pas déconnant. Hein. Et des grammages total à la semaine, c'est mais- effarant. Hein. Mais même, tu vois, quand tu vois une analyse sanguine, parce que tu sens qu'il y a probablement un souci d'un point de vue, que ce soit insuline, glycémie, peu importe. Tu vois des marqueurs dans tous les cas qui sont pas bons Mhm. et que tu vois quelqu'un qui est sous insuline lente, sous insuline rapide, sous metformine, qui à côté de ça est supplémenté en berbérine, en chrome peut-être. Mhm. Forcément, plus vous allez ajouter pour compenser, si les analyses continuent de descendre et de se casser la figure, Bien sûr. plus ce sera dur de revenir en arrière. Donc la plupart du temps, et ça on va forcément en parler énormément là-dedans, plus vous allez pouvoir vous passer de l'utilisation d'anti-aromatase, mieux ce sera. Plus vous allez pouvoir vous passer... Alors est-ce qu'on dit pour la Cabergo, est-ce qu'on dit Antiprolactinémie antiprolactinémie ou némian? Antiprolactinémiant, oui, ça me paraît pas déconnant, oui. Je crois que c'est némian. Ouais, possible, ouais. Honnêtement, oui. Les prises d'insuline, par exemple, à titre préventif, pareil, attention. Et forcément, il y a aussi un ratio par rapport au dosage que vous allez utiliser ici. Mais si vous pouvez vous en passer, passez-vous-en. La plupart du temps, quand on a des gars qui en prennent, on parle de mecs qui peuvent manger, et on va y revenir juste après parce que c'est super intéressant, on parle de gars qui mangent des 800, 900, 1000 grammes de carbs par jour. Ouais. Dans tous les cas, on n'est plus dans de la santé à partir de ce stade-là, mais plus vous allez pouvoir vous en passer, faites-le. Et si ça vous demande peut-être de progresser plus lentement, mais plus longtemps, plus sainement, dans tous les cas, au bout d'un moment, vous serez content. Et je le précise pourquoi. Parce que je pense que 98% des personnes qui vont regarder ce podcast et 95% des mecs sous chimie qui vont regarder ce podcast n'ont pas forcément envie de peser 130 kilos. Donc n'auront pas à faire les sacrifices que des gars de 130 kilos vont faire. Bien sûr. Donc si vous vous retrouvez avec des protocoles de mecs de 130 kilos à 78 kilos en men's physique, il y a un problème. Il y a un souci. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Bon, le premier que je voulais voir, c'était l'impact sur le foie. Ouais. Donc là-dessus, première chose que je vous ai notée, parce que forcément, si on fait le parallèle avec la chimie, ce qui va le plus vous dégommer le foie, c'est la prise déjà d'oraux, les oraux, la prise d'injectables en priorité. Ouais. Forcément, au bout d'un moment, passage direct par le foie, contrairement aux stéroïdes injectables. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, les fameux C17 alkylés ou alkylés. 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 Ouais. C'est un double passage, non, par le foie.
Ouais, et en plus de ça, comme tu le dis, encore une fois, ben, le plus vous envoyez indirectement, le plus le foie va morfler, en sachant que le foie est tellement sollicité, puisqu'encore une fois, on le rappelle pour de simples trucs, il est déjà occupé, parce que c'est l'une des principales réserves tu sais, de glycogène avec le corps, c'est l'une des principales réserves de fer, c'est l'un des organes principaux qui vont justement aider à faire tout ce qui est conjugaison, etc., pour convertir, pour rendre, pour faire très simple, les molécules beaucoup plus facilement dissolubles, entre guillemets. Donc le foie, en fait, il a déjà beaucoup à faire. Et le problème, c'est que plus vous envoyez indirectement, les oraux, c'est une catastrophe. Et indirectement, vous pouvez vous retrouver vraiment dans une situation qui est très complexe à gérer, hein. Donc c'est pour ça que déjà là, si on peut clôturer le débat dès l'introduction avant Ouais. d'en parler d'un point de vue physio avec Anto, je vous donne mon avis perso. Donc j'ai pas la science infuse, je suis pas Nirambod. Mais déjà, je ne vois pas l'intérêt d'une prise d'euro sur des protocoles de hors-saison. Mm. Je ne comprends pas l'intérêt. Et en préparation, pour ceux qui veulent les utiliser et qui en trouvent une justification, très bien. Mais de nouveau, n'oubliez pas, même si ce n'est pas forcément mon avis, Ouais. n'oubliez pas que plus vous allez stresser l'organisme sur une fin de prépa, plus il sera difficile d'avoir un corps qui soit reposé, sans Ouais. rétention d'eau et facile à piquer. Donc vous faites vos choix ici. Et dernier point là-dessus, si vos analyses hépatiques partent complètement dans les choux à ce stade, Ouais, c'est pas bon. c'est pas bon. Et la prise de supplémentation, même si on va vous en recommander juste après, Ouais. ne viendra pas sauver ça. Donc si vous avez des analyses hépatiques, je prends par exemple un basique à la TASAT, avec des analyses qui sont, pour des gars de ce gabarit-là, qui vont manger du 4000 cal hors saison, entre 50 et 70, c'est quand même des chiffres qu'on voit assez fréquemment. Mm. Je vois jamais de 30, 20 ou 30 sur un athlète Ouais, bien de ce sûr. De toute gabarit-là. façon, en sachant que de base, L'entraînement, ouais, non, bien sûr. En sachant que de toute façon, dans tous les cas, le musculeux de base il est régulier, c'est de voir des taux de azate et de halate qui sont déjà élevés. Donc en soi, ça m'étonne pas. mais bon, quand vous voyez du 400, 500, 800, 1000, c'est pas 500 mg par jour de chardon-marie qui va vous aider. Ah non, pas là, non. Donc, Non, non, non. stoppez. Et en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si le foie commence à être touché, par exemple, tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est bilan lipidique, ça va être hyper compliqué, hein. Parce que les oraux vont limiter énormément de choses. Par exemple, ils vont faire en sorte tu sais, de rendre les récepteurs au HDL beaucoup moins sensibles. Il y a aussi ce qu'on appelle la léchitine cholestérol acyltransférase, si je dis pas de bêtises, qui est une enzyme qui permet qui est une enzyme qui permet par rapport au HDL. Donc de mémoire, cette enzyme-là va être inhibée. Il va y avoir une augmentation de la production de ce qu'on appelle la CETP, c'est cholestérol estéryl transport protéine, qui elle va transférer les esters de HDL vers le LDL, etc., etc. Ce qui fait que grosso modo, vous avez plus de LDL et ça peut être très compliqué, hein. Et indirectement, vous augmentez vos risques de problématiques entre guillemets cardiovasculaires. Et là, c'est très compliqué, hein. Et alors, forcément, il y a un peu de contexte ici aussi, hein. Pour l'avoir vu, par exemple, sur des analyses sanguines de femmes, et attention, c'est pas pour rassurer tout le monde, hein, mais si vous comparez une prise de 10 mg par jour d'anavar chez une femme par rapport à une prise de 100 ou 150 mg d'anadrol par jour, comme je l'ai déjà vu chez certains mecs, ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats. Donc Oui. forcément, il faut le contextualiser un Tout petit est peu aussi. proportionnel. Voilà. Si vous avez 150 mg par jour ou 200 mg par jour d'oraux, comme on le voit assez régulièrement, dans tous les cas, vous n'allez pas moduler ça avec de la supplémentation. Et le problème, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que autre que la supplémentation, Bien sûr. ici, on n'a rien d'autre à utiliser. En tout cas, il n'y a pas de médicamentation directe. Non, le moins est le mieux, encore une fois. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser tout le temps médication pour tenter de rattraper une problème amené par de la médication. Parce que, encore une fois, vous n'allez faire que d'accentuer la problématique. Tu sais, tu reprends l'exemple de l'insuline lente rapide et de la metformine. La metformine, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue digestif, c'est catastrophe. Et les niveaux de B12, ils prennent vraiment une claque dans la tronche. Et on sait que, par exemple, d'un point de vue physiologique, la B12, elle est importante pour recycler la B9. B9 qui est important pour la méthylation, par exemple. Méthylation qui va jouer sur la détox des oestrogènes, votre possibilité de relance aussi, la fonction hépatique, l'intolérance à l'histamine, l'inflammation de bas grade, qui est très souvent quelque chose qui touche le body sans qu'il le sache. Et des fois, vous allez le voir, hein, vous allez avoir sur des analyses des marqueurs qui sont dans le vert, entre guillemets, pour ce qu'un body considère être dans le vert, mais pourtant le mec est toujours fatigué, épuisé, il n'y a aucun proto de supplémentation qui marche. Dès que tu mets des minéraux, etc., il n'y a rien qui remonte, parce que très souvent tu peux avoir une inflammation de bas grade, par exemple, une inflammation qui est cachée, quoi. Et de fil en aiguille, c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment comprendre tout ça, pour vraiment à chaque fois se remettre dans le contexte, tu vois. C'est pour ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça il ne faut surtout pas, dans un premier temps, avant de penser médication, penser alimentation, supplémentation, phytothérapie, la mycothérapie. L'utilisation des champignons est en train de prendre un peu tout ce qui est un peu l'ascendant, et c'est très prometteur. Alors, tu sais, les mecs qui nous disent quand même attention mollo, parce qu'on ne sait jamais, mais c'est hyper encourageant la mycothérapie.
Ok. pas encore, mais c'est en train de montrer des effets extrêmement intéressants, quoi. Donc là-dessus, de nouveau, prévenir et pas guérir, Toujours, toujours, toujours. toujours. Et fiez-vous aux photos et aux ressentis de vos athlètes. Ouais. Quand vous avez un athlète qui a à 4 semaines de concourir, qui est dans les temps, qui vous fait de super bilans, vous arrivez à faire des refits dessus fréquemment, le body fat continue de tomber, théoriquement à 4 semaines, vous avez un athlète qui est quasiment prêt. Si le physique est parfait sur vos photos et sur vos bilans, ne prenez pas de risques. Bien sûr. Et pourtant, c'est une erreur que j'ai faite par le passé, parce que forcément, quand on commence, on a toujours des trames de ce qui se fait chez les meilleurs préparateurs. Mais pour vous le dire avec du recul, la plupart d'entre eux ont des protocoles qui, dans tous les cas, sont dictés d'avance, qui sont envoyés à tout va à tout le monde. Il n'y a pas de réelle personnalisation derrière. Si vous êtes en mesure de pouvoir personnaliser, et théoriquement, ce sera 100% des personnes qui regardent cette vidéo, Bien puisque sûr. vous n'avez pas 300 athlètes à gérer, pas forcément une bonne chose, mais vous n'avez pas 300 athlètes à gérer. Donc à partir de là, utilisez vos yeux. Et si vous avez potentiellement prévu d'utiliser, sans le contextualiser, 20, 30, 40 mg d'anavar sur une fin de prépa et que vous n'en avez pas besoin, Ne le faites pas. Bah oui, bien sûr. dans tous les cas, il faudra le rattraper derrière à un moment ou un autre. Oui, bien sûr. Et pourquoi ajouter du stress à un stress qui est déjà présent, en fait? C'est se compliquer, je pense, la taille. C'est vraiment jouer un peu à la roulette russe, hein, Et indirectement. on en revient à ça. Tu vas avoir un athlète fatigué qui fait Ouais. de la rétention d'eau. Tu arrives en peak week. Tu es censé faire un carb up. Bien Il se sûr. passe quoi? Mais il répond pas. Carb up où il ne répond pas. On en parlera aussi après, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à voir sur la partie refeed. Mais forcément, qui dit refeed où l'athlète ne répond pas, la Bien plupart dit quoi? Prise de diurétique derrière. Les reins, ils mangent à mort. En excès, on va parler de la fonction rénale juste après. Forcément, si vous pouvez le limiter dès le début, faites-le. Ouais, Donc, c'est dans tous compliqué. les cas, qui dit accumulation de radicaux libres, dit stress oxydatif hépatique. Bien sûr. Déjà Mais dans un premier dans temps. tous les sens, en fait, sur tous les organes. Hein. Oui, c'est parce que c'est le premier qu'on Bien sûr. présentait. Mais, et déjà pour les marqueurs vraiment basiques, on dit de halatasate. Déjà Ouais. sur ces deux marqueurs qui sont vraiment le marqueur de base qu'un médecin va vous prescrire dans tous les cas par définition, si déjà là ça part en sucette, Ouais, c'est vous compliqué. avez déjà un indicateur de souffrance hépatique ici. Ouais, clairement. Et si le foie vous lâche, waouh. Et après, il y a un truc que j'avais vu, parce que forcément je l'avais travaillé sur autre chose, mais je l'avais pas noté ici. Ok. C'était le risque de cholestase, stagnation de la bile Ouais. et de fibrose hépatique. Bon, Ouais. fibrose hépatique, oui. Mm. Je voulais revenir sur justement cholestase et stagnation de la bile Ouais. avec toi. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses parce que, encore une fois, en fait, tu parles par rapport au bilan lipidique du coup. En fait, c'est ce qu'on dit en fait, c'est qu'il y a la génétique tu sais, qui est à 10-20% grosso modo, et après tu as l'épigénétique qui va être à 80-90% du reste, quoi. Le problème, c'est que déjà de base, si déjà vous arrivez, que vous avez déjà pas forcément des marqueurs qui sont bons, un foie qui est fatigué, un digestif qui est pas bon, vous avez une vésicule biliaire qui tire un peu la gueule, vous avez ci, vous avez ça, déjà ça vous prédispose à pas mettre votre physiologie de sorte à ce qu'elle puisse faire le travail qu'on attend d'elle. Donc déjà le foie, quand il va chercher entre guillemets à métaboliser le cholestérol, etc., ça va être très compliqué. Lorsque la vésicule biliaire va chercher à conjuguer indirectement le cholestérol, si vous n'avez pas les micronutriments dont vous avez besoin, par exemple pour que ça tourne, parce que les micronutriments sont déjà utilisés ailleurs pour tamponner l'inflammation, taurine, glycine, choline, etc., ça peut être compliqué par exemple. Si vous gérez mal, par exemple, on en parlera après, parce qu'on en parlait en off, mais la B3, la B3, on peut en parler. Votre B3 que vous dosez comme des poneys, ce qu'il faut savoir, c'est que la B3, par exemple, toi, tu t'en sers pour remonter des bilans lipidiques, j'imagine. Tu sais, la B3, vous avez ce fameux effet flush que vous adorez tant, là, qui vont un peu comme quand vous buvez de la gauloise, là. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça fait, c'est hyper désagréable, vous allez devenir tout rouge, Ouais, ça gratte. ouais, exactement. C'est pas Vous êtes rouge, vous avez chaud, etc. Et en fait, quand vous mettez trop de B3, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça va. Alors, de mémoire, ça augmente la libération de ce qu'on appelle les prostaglandines, tu sais, qui sont des composés pro-inflammatoires. Tu as les PGE2 et les PGD2. Et en fait, indirectement, ça va augmenter la vasodilatation cutanée et c'est ce qui amène les rougeurs, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et ça fait très attention à ça, et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas parce que votre préparateur vous met, et encore une fois on est vraiment dans la prévention et on essaie de vous alerter sur certaines choses, c'est pas parce que votre préparateur vous met des oméga 3, qui vous met de la vitamine D, qui vous met du chrome et de la berbérine, qui comprend ce qu'il fait. Pourquoi? La B3 en excès, ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois elle amène ce fameux effet flush, et même si vous prenez une soi-disant forme flush free, vous aurez quand même une autre problématique, c'est que la B3 à forte dose est hépatotoxique
à mort. À mort, à mort, à mort. Et indirectement, ça peut, si vous faites pas gaffe, ça peut vous amener donc du coup des problématiques au niveau de la métabolisation des triglycérides, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un état de foie gras. Ça, c'est très problématique. Mais vous pouvez également vous retrouver avec des problèmes d'hyperglycémie temporaire, parce que la B3 à très forte dose peut engager ça indirectement. Donc en fait, vous ne faites encore une fois que d'ajouter du stress sur du stress. Si votre préparateur, je vous le dis, et ça je vous le dis parce que ça m'est arrivé ensuite de récupérer un athlète. Non mais en plus, je t'ai envoyé un vocal la dernière fois, j'étais mort de rire. Enfin, je suis désolé, mais je rigole, mais en vrai, c'est nerveux. On se dit, c'est pas possible. Dans le vocal, je te disais que euh, on le sait que la chimie, ça fait des morts. C'est dramatique. On sait que. Alors, c'est bizarre parce que la chimie n'est jamais responsable d'eux, mais elle est toujours, tu sais, pas loin. Les mecs ont toujours des problèmes, des problématiques cardiaques déjà d'avance, etc. Bon, bref. Et la chimie, elle est toujours quelque part. C'est jamais elle qui a causé ça, mais elle est toujours, tu sais, dans un petit coin caché. Et donc, déjà que la prise de chimie, tu sais, ça fait des morts. Le body, ça fait des morts. Là, quand même, on a des préparateurs physiques, on va pas citer les noms. Vous arrivez quand même à vous faire envoyer aux urgences grâce à la supplémentation, de parce que le préparateur n'avait pas checké la B3 avant, ou peut-être parce qu'il a envoyé trop de B3 avant, et il a réussi à envoyer son athlète que j'ai récupéré aux urgences quand même. Alors que l'athlète lui avait déjà spécifié à plusieurs reprises que lorsqu'il prenait ce complément-là en question, il avait cette fameuse symptomatique justement de flush, etc. Il sentait pas très bien, le cœur qui commence à partir dans tous les sens, et indirectement, et les mecs, quand il est arrivé aux urgences, ils ont cru qu'il était en train de faire un AVC, quoi. Donc il a passé toute une batterie de tests, et je sais pas quoi, des scanners dans tous les sens, il a passé la nuit aux urgences, alors qu'en fait, c'est simplement amené par un excès de B3. Et la B3, si je l'ai déjà vu, certains ne le ressentent pas forcément sous l'effet flush, comme tu dis, mais si vous avez les lèvres qui commencent à picoter, les extrémités, etc., ouais. Bon, alertez-vous quand même. Et c'est un truc que je voulais préciser parce que j'ai déjà eu le cas. Ça m'est arrivé déjà au moins 2 fois cette année d'avoir des athlètes qui avaient des symptômes de B3 très élevés. Ouais. Bon, au début, forcément, on y revient juste après sur les complexes B, mais je me dis, écoute, pas normal, puisque là, on parlait vraiment sur 2 personnes qui n'avaient pas de complexe B en place. Ok. Donc je me dis, bizarre. Ok. Je demande le listing des compléments, parce que forcément, en tant que coach, vous allez donner une recommandation de compléments, mais vous avez beaucoup d'athlètes qui prennent des compléments en plus. Bien sûr. Donc pour les 2 en question. Les 2 mêmes, hein. Ces 2 personnes-là. Du même coach. Non, qui étaient avec moi. Ah oui, d'accord, qui étaient avec toi. moi, Okay. qui avait ces effets secondaires. Ok. Les 2 prenaient des nootropiques. Les 2 prenaient un complément du sommeil. Et il y avait un autre complément, c'était quoi? Je me souviens plus. Je prends les compos. Ouais. Les 3. B3 à mort. B3 à mort. Ah bah ouais, voilà, putain, c'est ouf. Et le dosage, c'était combien? Tu te rappelles? Parce qu'en général... Non, mais on était haut quand même. On était haut parce que je me souviens des valeurs hautes que j'avais vues. Déjà, pour des quantités de B3 que j'avais vues, que je trouvais déjà très élevées dans l'optimisation du profil lipidique. C'est quoi, c'était en grammes? Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'en général, les premiers dosages de B3 qu'on utilise, c'est entre 500 mg à 1,5 g maximum. Il y a des diabétiques qui ont des dosages particuliers, mais ça reste des cas très particuliers. Au-delà de ça, ne prenez pas plus de plusieurs grammes. Jamais. Même dans les pré-workouts, si vous regardez, il y a souvent des complexes B aussi à l'intérieur, et notamment de la B3 aussi. Donc, faites attention avec ça. Ouais. Et la plupart du temps, conseil que je peux vous donner, si vous avez un bon complément, donc un B complexe, alors, tu me le confirmeras ou pas, en général, moi je mets une forme méthyle. Ouais, en général, c'est le mieux. Ouais. Et si vous avez une posologie indiquée dessus, si vous avez la capacité de la diviser par 2, faites-le déjà d'entrée. Déjà par sécurité, puisque la plupart du temps, déjà, le fameux serving classique de la boîte sera déjà amplement suffisant et souvent en excès déjà dans un premier temps. Il vaut mieux partir bas sur ce complément et éventuellement travailler à la hausse. C'est ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'en fait, si vous en avez la possibilité, essayez de vérifier les micronutriments. Le problème, c'est que ça vaut très cher. Donc, justement, j'ai des questions pour toi après là-dessus. Ouais, mais il faut essayer de vérifier, parce que le problème de cet athlète-là, et vraiment, c'est vraiment un truc à vous mettre vraiment dans une situation un peu complexe d'un point de vue santé. Faites gaffe, parce que j'en arrive encore une fois, j'en rigole, mais c'est vraiment nerveux. Les mecs arrivent à vous envoyer quand même aux urgences de par la supplémentation. Non, mais je sais pas si on se rend compte du truc, en fait. C'est tellement aberrant, tellement lunaire, le truc. Avec la supplémentation, vous faites envoyer aux urgences quand même. Faut quand même le faire. Et là-dessus, vu qu'on est sur le foie, j'aimerais vous faire, avant de faire la petite conclusion sur les compléments, faites attention, je le vois souvent sur les compléments,
comment on dit, herbal supplement, les compléments à base de... Plantes. Plantes, Ouais. merci. Ah, toi, t'es trop américain, Ouais. t'es trop anglais, toi. Ah, c'est à force de prendre des petites Ah, consultes en excuse-nous. anglais, là. Faites gaffe, parce que alors, les analyses hépatiques, pareil, quand je Ouais. mets un stack de compléments, je suis pas forcément au courant de la quantité d'ashwagandha que quelqu'un prend dans mon dos, Bien sûr. la quantité de rhodiola qu'il prend dans mon dos, la quantité de chardon-marie, parce que si vous prenez du chardon-marie, Mm. je l'ai déjà vu, 3, 4, 5 grammes par jour, il faut pas C'est vous... énorme. Et c'est énormissime. La plupart du... Je vous donnerai les dosages juste après. Enfin, je me suis noté, on en parlait avec Anto, mais Mhm. si vous prenez des dosages excessifs comme ça, vous allez en avoir un impact hépatique. Donc vous prenez des Bien sûr. compléments, là notamment le chardon-marie, pour aider justement à la détoxification du foie. Si vous le prenez dans des excès, vous aurez une conséquence dans tous les cas à un moment ou un autre. Donc Ouais, faites c'est comme attention tout. avec ça. Prendre des Bien sûr. compléments pour aggraver son cas, c'est pas super intelligent. Et dans mon cas, comme je vous le disais au début, forcément, ça fait pas 3 mois que je prépare des gens. On a tous fait des erreurs dans le passé. Mm. Forcément, on apprend de ces erreurs-là aussi. Toujours se remettre en question parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même la santé de personnes entre les mains. Et il faut se remettre en question. Et il ne faut pas continuer de faire les mêmes erreurs pendant Bien sûr. 10 ans et massacrer des gens pendant 10 ans. Il y en a, ils le font. Hein. Oui, mais théoriquement, il faut quand même apprendre à Mm. se remettre en question aussi parce que je juge, tu vois, et pour être totalement honnête, avoir déjà fait des erreurs que j'aurais pas dû faire Oui, mais Par moi le aussi, bien sûr. par manque Mais tout le monde. d'éducation. Mhm. Donc forcément, c'est pour ça que je me permets aussi d'essayer de vous sensibiliser aussi là-dessus aujourd'hui. Mais faites attention, je vous sensibilise là-dessus parce que vous pouvez vraiment faire mal à quelqu'un Ouais. avec des compléments. Je parle même pas Ah, bien d'AS, sûr. je parle juste de compléments. Donc, Ah, mais bien sûr. Faut faire extrêmement attention. Hein. donc on conclut sur le foie, je te donne des compléments, des dosages, tu me dis si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Bon, je pense que je vais pas être d'accord pour les 3 quarts à tous les coups, si tu me demandes. Ouais, ok. Vas-y. Non, j'ai mis des trucs Ok. corrects, mais tu peux me dire plus ou moins. Ok. Mais Chardon, attends, c'est quoi le contexte du coup de la personne alors? ah, là on est sur athlète. Quel poids, quel KT? Pareil, on reste sur des gros bébés, donc on va dire 1m80, 95 kg. On va dire sans plaque. Voilà. Un bon sans plaque. Ouais, Ok. 1m80, Classique, 100 un kilos, classique quoi. c'est ça. Ok. Gros gabarit. Et la quantité de cal qu'il a, c'est quoi? De toute façon, qu'on soit en prépa ou hors saison, on sera toujours entre 3000 et 4005 quoi, à peu près, Ok. si tu veux un ordre d'idée. Avec des jours on et des jours off du coup. Ouais. Il y a un grammage de protéines à combien? Là, je fais Sherlock Holmes, ça ne cherche pas. Ouais, entre 2,5 et 2,8. Ok. total. Et le grammage de carbs par kilo de poids de corps? Ouais, si on est sur quelqu'un de 100 kg, entre x6 et 6, 8. 7,5, ouais. Mais 8 c'est dur d'y arriver, mais on peut s'en Ok, entre approcher. 6 et 7 alors. Ok. Et les lipides, combien? 1 gramme plus? Alors, bonne question. La plupart du temps, j'arrive jamais au gramme de lipides, mais parce que je peux pas arriver en fait à ce fameux 7-8 de glucides Ok. si je suis à mon Hmm. poids de corps par un gramme de lipides, parce que le niveau digestif dans Oui, les en gens, même temps, ça si le passe mec pas. fait 100 plaques, oui, tu me Ça diras. passe pas. Ok. Mais la plupart du temps, alors moi je calcule qu'en source directe, en termes de lipides, pour ce genre de gabarit, on est... Ouais, quoique. Tu te mets entre quoi? 0,8 et 0? Non, ouais, je suis à 70 grammes par jour de source directe. Ok. Donc ça doit faire un 85 par jour, se faire 0,8, 0,9. Moi, c'est ça, ça me paraît pas déconnant. Ok, peu près. vas-y. Ok. Chaud. On a des analyses hépatiques qui sont légèrement à la hausse, je précise. Donc on est aux alentours des valeurs aux alentours de 30. 90, 120. Non, Pour. en Alatasat. Ah oui, d'accord. Tu vois, Ok. si on a juste pris cette analyse. Oui, ok. Chardon-Marie, 500 mg par jour. Trop peu. Hein. Trop peu. Ouais, trop peu. Est-ce que tu monterais au-dessus? Parce que, en général, moi, par sécurité, je dépasse pas le 2 fois 500 par jour. Il y a quoi après, en fait, ça dépend de ce qu'il va prendre à côté aussi, en fait. Ce qui va venir appuyer indirectement le reste. Bah, si on part d'une analyse qui est entre 90 et 120, on a forcément un stress hépatique, mais on n'a pas forcément une prise d'euro qui est associée. Je l'ai déjà vu sur des prises de sang. Tu vois, où Moi, j'aurais mis plus. T'aurais mis plus? Mais après, ça dépend encore une fois le stack que tu vas avoir à côté, en fait. En Et fait, des autres. Je voudrais plus leur donner, si tu veux, un truc où tu dis, OK, même dans un cas extrême, sans prendre l'extrême extrême, Ouais. parce que, voilà, si on a déjà essayé de faire les choses correctement sur la diète et sur la chimie, Mhm. à partir de quel moment tu dirais, genre, attention, on commence à prendre des dosages de compléments qui sont trop élevés, il faut faire attention. Tu vois, par exemple, je te dis vitamine C, 25 grammes par jour. Oh non, beaucoup trop là. Voilà, oui, non, mais ok. bien sûr. Mais en fait, ça dépend toujours du contexte et encore une fois du profil que tu vas montrer. En fait, c'est très dur de répondre parce que c'est toujours contextuel en fait. Ça sera toujours contextuel. C'est même pas que je veux pas donner une réponse précise, c'est que c'est toujours contextuel. Et ça, je pense que tu l'as vu, tu sais, mais tu fais une prépa A, B ou C, indirectement, peut-être que tu auras 3 physiologies indirectement différentes, ce qui va t'orienter sur une stratégie complètement différente par rapport au profil que tu vas avoir, tu vois. Bon, là, comme on a plusieurs compléments,
Si je vous dis comment moi je procède, la plupart du temps, si j'en ai besoin, c'est 500 mg par jour. Si ce n'est pas suffisant, et comme il le dit, il y a une prépa A, B, C. Bien sûr. Parfois, j'ai des gars qui en ont jamais utilisé toute leur vie. Jamais. Ok. De toute façon, j'ai probablement peut-être 1 ou 2 athlètes actuellement qui en ont. Ok. Je Bouchard Marie. Ouais, et il n'y a Ok. pas de prise d'euro. Ouais. C'est des gars qui ont des foies qui sont en général légèrement à la hausse, tu vois. Je parle de 70, 80. Tu vois. Bon, déjà, au moins, si tu évites les euros, tu as déjà un meilleur bilan lipidique techniquement que quelqu'un qui est en injectable. Si. Si tu évites les euros, tu as Oui. techniquement un meilleur bilan lipidique, meilleur, entre guillemets, hein, que quelqu'un qui On prend en des. parle juste après. Voilà. Mais c'est pour ça, en général, je suis entre 500 et jusqu'à 2 fois 500, mais parce que j'essaye de faire en sorte que tout ce que j'ai à côté ne me fasse pas monter mes analyses au-delà d'un certain seuil pour Bien ne sûr. pas avoir besoin de plus. Et la plupart du temps, je m'arrête ici, je monte pas au-dessus. Mais forcément, comme il a dit, dans des cas extrêmes, il y a possibilité de monter au-dessus, mais de nouveau, Ouais. je resterai dans ce cas-là sur des profils comme Anto, lui, a l'habitude de coacher, de gens qui ont besoin d'un suivi de quelqu'un qui s'y Bien connaît sûr. réellement là-dedans. Moi, ça me paraît pas déconnant parce que j'ai déjà utilisé plus, mais encore une fois, à situation exceptionnelle, dosage exceptionnel. C'est ça en fait qu'il faut dire. C'est pour Ouais. ça que c'est contextuel tout le temps en fait, et c'est très compliqué de. En fait, là, dans les dosages que je vous ai donnés, à la limite, on exclut le cas extrême, on parle d'une généralité, Ok. si tu veux, pour essayer de le simplifier. Ouais, pour mais eux. 500 mg à 1 gramme jour, ouais, c'est bien, ça me Ok. paraît pas déconnant. Le fameux N-acétylcystéine, le NAC. Ah ouais, là tu peux monter. Hein. Alors, en général, je reste entre 600 et 1200. Pourquoi 600, en général, c'est à l'année. Sous Ouais. format préventif, pourquoi On, off, mais Ouais. qui dit off, dit dans tous les cas, encore un paquet de chimie qui va circuler pendant 4, 5, 6 semaines à minima, Ouais. sous format décroissant. Et en général, quand on fait un cruise de 6, 8, 10 semaines, sûr. rarement 12, forcément, je le garde ici. Et après, en prépa, en général, on passe sur 2 fois 600 par jour. Je monte rarement au-dessus, mais je sais En sachant que si le 600 mg, en général, c'est pour la personne lambda, entre guillemets. Moi, dans le cadre de chimie, en général, après, encore une fois, ça dépend du profil lipidique que tu vas avoir, du profil hépatique, etc. Mais pour moi, minimum, un body, c'est 1,2 g. 1,2 g minimum, en sachant que quand tu veux aller chercher du NAC, tu vas aller chercher forcément le glutathion, et vous allez avoir besoin normalement de NAC, de glycine et de cystéine. Si vous voulez chercher un peu dans les études, vous tapez Glinac, GLYNAC, c'est le mélange en fait de glycine et de NAC qui est pris ensemble, et ça a des effets incroyables. Incroyable d'un point de vue hépatique. C'est hyper intéressant à utiliser. Que ce soit aussi pour le sommeil, pour le nerveux et pour d'autres choses. Ouais. C'était recommandé par un... Tu les adores, médecin fonctionnel, mais lui était bon, belge, qui avait l'habitude de suivre des bodys, et qui justement faisait des combos de NAC, de glycine, de vitamine C, pour, et il montait, j'avais vu des dosages jusqu'à 3 fois 600 par jour. Pourquoi le NAC ou pour le Glinac ou pour Non, de prise simultanée. Ah oui, d'accord, ok. Des trois. Glinac, je ne connais pas par contre. C'est juste en fait quand tu prends de la glycine avec du NAC. Hein. Ils ont appelé ça le Glinac, en fait, simplement. Okay. Voilà. Lui, en fait, le faisait comme ça. De mémoire, je te dis bien de mémoire. On était sur 600 mg de NAC pour 500 mg de vitamine C. Et en glycine, on devait être en grammes. Hein. Parce que la glycine, tu peux vraiment monter très haut. La glycine, c'était 5 grammes. Ouais, ça m'étonne pas parce qu'en fait, les premiers papiers que l'on peut trouver, c'est 3 grammes de glycine, par exemple, c'est avant d'aller se coucher. En général, commence à montrer des effets hyper intéressants, tu vois. Donc la glycine, l'avantage, c'est que c'est un acide aminé que tu peux prendre vraiment en très grosse quantité. Oui, en plus, la plupart du temps, vous entraînez tous dur, vous entraînez tous lourd, donc bon. Pour le sommeil, pour le nerveux, pour la sensibilité à l'insuline. Je pensais que c'était plus bas le sommeil, je crois que c'était à partir de entre 1 et 1,5 qu'on commence à avoir. Tu peux, mais en général, 3 grammes, c'est bien. Ok. 3 grammes. Je me manise un bisglycinate le soir avec le 5 bisglycinate, je me dis, sait-on jamais si ça aide un petit peu. Ouais. Mais NAC, 1,2 g minimum, pour un body en fin de prépa, ouais. Le troisième que je vais vous donner, il va être content, parce qu'il va pouvoir faire sa petite prévention. Ah ouais, c'est quoi TUDCA. Ah oui, le fameux, ouais. Alors, je te laisserai faire la partie préventive pour les gens qui sont en France. Ouais. En général, 300 à 500 mg par jour, en moyenne. Ouais. C'est ce que vous allez retrouver dans les complexes. Et là-dessus, dans quoi que temps, je te laisse, en fait, partir dessus. Moi, je mettrais... Tu dis que là, il y a combien 300 à 500 Oui. Ah, moi, je mettrais beaucoup plus, en TUDCA. Ok. Parce qu'en général, moi, c'est 2 fois en prépa ou hors saison, c'est 2 fois 600 de NAC en départ. Hein, pour 500 de TUDCA. Et en fait, c'est le complexe de... Parce que le TUDCA, tu peux très bien t'en servir pour la digestion, tu peux très bien t'en servir pour le bilan lipidique et aussi pour le foie, en fait. Donc, ça dépend quelle est l'utilisation que tu vas en avoir derrière. Et c'est ce que je te disais, c'est que ça dépend quels sont les compléments que tu vas avoir à côté. Parce que si tu en as d'autres, tu as peut-être besoin de moins mettre de TUDCA, etc., tu vois, par exemple. Alors, justement, c'est un truc que j'avais remarqué dans le cadre
de prise de sang avec des billes qui sont élevées. Ok. C'est vrai qu'en général, la prise de TUDCA, Ouais. tu as tendance à l'augmenter, Ouais. est intéressante justement pour faire redescendre les taux. Bien sûr. Alors forcément, si vous avez une bile élevée, il y aura d'autres choses à voir, notamment sur la diète. Bien sûr. Ça, c'est pareil, c'est le sujet de notre podcast. Mm-mm. Mais et dans ce cas-là, en général, c'est là que je peux me permettre de monter au-dessus. Sinon, c'est vrai que la plupart du temps, avec comment on appelle ça? Notre Quoi préparateur préféré, en plus, qui dit souvent ça. Quand Attends, les on prononce choses, pas de nom parce qu'on va se... Non les choses s'assemblent pour faire quelque chose de plus grand. C'est qui dit ça? 1 plus 1 égale 3, en gros, si tu veux. Je l'ai pas. 1 plus 1 égale 3. Non, je l'ai pas. Là, j'ai un Et trou. il vit en terrain neutre. Non, je l'ai pas. Là, je l'ai Ouais. pas. Non. Bah, Synergie, c'est le mot que je cherchais. Ah oui, putain. Oui, ok. Ah oui, terrain neutre, ok, je l'ai, ouais, c'est bon, ok. La synergie. Donc, en Ok. général, c'est vrai qu'avec un peu de chardon-marie dans un premier temps, Ouais. un peu de NAC et un peu de TUDCA, la plupart Ouais. du temps, vous en sortez déjà très Safe bien. prep. Vous en sortez déjà très bien. Ok. Ouais. Mais dans tous les cas, si vous faites n'importe quoi en amont sur la Ouais. chimie, vous pouvez prendre... Et de nouveau, le problème, c'est que si vous faites n'importe quoi et que vous abusez sur les dosages de compléments, Et c'est pire en fait. c'est pire. Et ça va plus vous desservir qu'autre chose. Hein. Donc TUDCA, en général, 300 à 500 par jour, plus proche du 500. Et si vous avez des valeurs liées à votre bile qui sont élevées, ça peut être intéressant de monter au-dessus. Ouais. Celui que je voulais voir avec toi, c'était le fameux curcuma. Curcumine, ouais. Parce Donc- que la curcumine, c'est le composé qu'on recherche avant tout. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas... En fait, le problème, c'est que la curcumine, c'est un complément qui vaut hyper cher. C'est comme la Q10, c'est hyper intéressant à utiliser dans tous les sens du terme, mais la Q10, ça vaut hyper cher. Justement, La alors, curcumine aussi. Hein. alors C'est, là-dessus, si vous voulez déjà juste un ordre d'idée. Alors, je parle de la marque Train by GP. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui ont une gamme santé qui est labellisée et qui va permettre de regrouper à peu près tout ce qu'on a dit ici, Ouais. excepté le chardon-marie. Donc c'est cool, vous avez un premier complexe avec du NAC et du TUDCA principalement dedans. C'est important de préciser que le TUDCA en France, voilà, c'est pas, vous ne pouvez pas trouver du TUDCA à l'unité normalement en France. Parce qu'en France, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ici c'est encore le cas, c'est considéré comme un médicament, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ou il y a une certaine législation. Je pense qu'il y a quelque chose parce que pour l'instant, on le trouve toujours à la vente. Oui, mais parce que c'est amené de l'étranger, mais pas produit en France. C'est pas produit en France. Je crois pas qu'en France, c'est il y a un mec qui puisse produire du TUDCA pour le vendre. D'accord, ok. Mais faire venir parce que si tu regardes bien, à chaque fois quand tu as des compléments qui ont du TUDCA, ils viennent toujours de l'étranger, jamais entre guillemets de la France. C'est pas Ok. produit en France. Et si je vous parle de ça, c'est pourquoi? C'est déjà pour vous sensibiliser sur le coût des compléments. C'est que déjà, le complexe pour la fonction hépatique et rénale, donc déjà du NAC et du TUDCA, 1200 mg de NAC par jour avec 500 mg de TUDCA, vous êtes déjà sur un budget de 50 € par Ouais, mois. c'est hyper cher. Vous ajoutez un Lovert, qui est bien parce que vous avez du CoQ10 ubiquinol, Biquinol, labellisé, ouais. biquinol, labellisé dedans, Ouais. et bergamote. À combien et- il est le Q10 du coup? Il n'est pas très élevé. 30 mg, non? 50 mg En jour. dans le complément que tu cites. T'as dit que c'était pas très dosé. Non, beaucoup plus, 200 par jour, 100 mg par caps. Ah, dans la prise? Oui. Ah, ok, parce que comme tu dis que c'était pas très dosé, je pensais qu'il avait mis moins que ça. Ok. Non, c'est 200 par jour, mais Ah oui, d'accord. idéalement, Ok. j'aimerais bien utiliser un peu plus avec certains Oui, bien athlètes. sûr. Mais forcément, ce complément-là, déjà juste pour avoir ça, on est déjà à 50 € par mois. Ouais. Donc on est déjà à 100 € par mois. Si vous ajoutez de la curcumine à côté labellisée à 400 mg par jour, c'est-à-dire vraiment le Très cher. qui est bas, vous êtes déjà à 40 € de plus pour 2 mois, donc 20 € de plus. Vous avez déjà 120 € de complément de base. Ouais. Vous ajoutez un Miltistel, bon, ça vaut 10 €. On est déjà à 130 € par mois. On n'a pas parlé de tout ce qui va peut-être intéressant pour le profil lipidique et j'en passe. Hein. Et des basiques non plus à côté, magnésium, vitamine Magnésium, D, exact, bien sûr. etc. Bien sûr. Mais la curcumine, ouais, c'est dommage. Hein. C'est un complément qui est tellement intéressant pour son côté anti-inflammatoire et tout. C'est un complément qui est vraiment incroyable en vrai. Mais ça coûte tellement cher. Oh. Ouais. Petit truc que je me suis noté. Si vous êtes en hors saison, Ouais. vous prenez des euros. On sort en boîte de nuit le samedi soir, est-ce qu'on boit de l'alcool? Elle est bonne, ouais. On évite. Ouais. Est-ce qu'il y a des marqueurs hépatiques avant qu'on conclue là-dessus que tu voudrais ajouter? Pour le body spécifique? Ouais. Bah, c'est pour revenir, on va parler après des marqueurs par rapport au stress oxydatif après. Bah, le classique, azat, alat, l'acide urique. Ne sous-estimez pas l'acide urique parce qu'à trop forte quantité, en trop forte quantité, il y a la fameuse pathologie que la plupart des personnes en surpoids connaissent, c'est les obèses, la goutte. Oui. La goutte. Quand vous avez un excès d'acide urique, justement, ça vous amène la goutte. Azat, alat, GT, les phosphatases,
Le bilan lipidique classique, de toute façon, dans tous les cas, c'est encore une fois, c'est un tout. Avec du coup le cholestérol total, le LDL, le HDL, les triglycérides. Après, vous avez aussi les fameux rapports cholestérol total, HDL, des fois il y a LDL divisé par le HDL, etc. etc. On va aller ça juste après cela. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Et ça sera déjà pas mal en tout cas pour le foie. Ouais. Alors celui-là, je vous fais l'intro sur le marqueur suivant, un petit peu rapidement, parce que je pense que ça va être le préféré d'Anto et c'est lui qui va pouvoir parler dessus. Ouais. Les effets sur le cœur et sur le système vasculaire. Ouais. Forcément qui tire radicaux libres à un moment donné. Ouais, le cœur, il aime pas trop. Ouais. Le cœur va pas aimer, donc inflammation vasculaire, dysfonctionnement endothélial, rigidité artérielle. Donc forcément, ça c'est des choses que vous allez retrouver. Le cœur va prendre sa claque ici. Dans tous les cas. Donc il y a forcément des mesures qui sont à prendre en compte. Moi, la première qui me vient en tête, c'est l'homocystéine directe. Ouais. Parce qu'en fait, très souvent, vous allez voir que quand vous allez faire des marqueurs, quand vous allez demander l'homocystéine, la personne va vous demander si vous avez des problèmes cardiaques. Parce que c'est très souvent un marqueur qui est utilisé pour la fonction cardiaque. Mais moi, ce pourquoi je m'en sers quand je demande, c'est par rapport à la méthylation. Parce que l'homocystéine est un marqueur de la méthylation en fait. Et la méthylation est très souvent un truc chez les body qui pose un gros problème. De par les carences en B2 qu'on va avoir, parce qu'on a cité tout à l'heure, quand vous avez beaucoup de carbs, etc., etc. Par le manque de B9, le manque de B12. Si vous êtes végétarien, la B12, c'est complexe. C'est très, 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 très complexe. Pardon. La choline, c'est hyper complexe aussi. Et c'est un gros marqueur de la méthylation. Et si vous n'avez pas de choline, rétablir un bilan lipidique sans choline, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, quoi. Donc ouais, homocystéine, moi c'est le premier qui me vient en tête. En plus, il est pas très cher, je crois. Non, il est pas super cher. Parce que j'en avais noté d'autres. Alors il y en a un que je ne connais pas. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je voulais te. Parce que c'était marqueur des dommages lipidiques, MDA ou SDMA. Alors lui, je l'ai déjà vu passer, ouais. C'est l'augmentation de la malondia. Lui, j'ai déjà vu passer, mais je ne m'y suis pas encore spécialement attardé par rapport à lui. Ouais. Alors, j'ai fouillé pour le trouver, donc je ne savais pas si tu le connaîtrais. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai déjà vu passer, il me dit quelque chose, ouais, en tout cas. Et après, GSH. Pour le glutathion ? Ouais. Après, il y a aussi un rapport entre le glutathion réduit et le glutathion oxydé à avoir. Mais le problème, c'est que, normalement, tu sais, quand tu veux... Bon, déjà, on le sait, on en a déjà parlé, mais il y a une question de budget avant tout. Voilà. Normalement, pour évaluer d'un système antioxydant, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester simple. GPX, glutathion peroxydase, SOD, superoxyde dismutase et la catalase. Les trois enzymes qui sont entre guillemets celles qui vont être utilisées principalement par le corps pour gérer et tamponner cet excédent de stress oxydatif qui a été créé. Parce que le problème, c'est que déjà que c'est compliqué d'avoir la GPX, la SOD et la catalase, si vous commencez à demander des ratios de glutathion réduits et tout, ça va être compliqué. Hein. Et justement, je m'étais noté comme question, est-ce que dans ce cas-là, GPX seul pourrait suffire si on n'a pas d'ordonnance et ça fait quand même trop juste? Non, trop juste. Ouais. Vraiment, en fait, il faut vraiment comprendre l'importance du système antioxydant et de l'impact de cette surproduction de ROS au niveau de l'organisme. Si vous avez une quantité de stress oxydatif qui vraiment explose le plafond, les organes à côté, mais toute la physiologie en fait part en live. Et je vous le dis, hein, si vous faites une relance, par exemple, et que vous avez un taux de stress oxydatif qui explose le plafond, la relance, ça va être abominable. Abominable. Le digestif, il fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, dans l'espèce de pyramide un peu. Donc, on a fait l'épisode 1 qui est un peu la prépa, etc. La 2, la gestion de la fatigue qui indirectement va accentuer ce stress oxydatif-là indirectement. Mais dans toute prise en charge de chimie, le plus important, c'est le stress oxydatif, quoi. C'est la base de tout. Parce que tout part de là, en fait, indirectement. Couplé à d'autres facteurs, mais tout part de là, quoi. Okay. C'est vrai que je vais te demander si c'était un marqueur, parce qu'en général, c'est vrai que c'est le seul qu'on a tendance à mettre, qu'on considère comme principal. Ouais, non, mais GPX, SOD, catalase, les trois, directement. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt un bon recul par rapport à ça, et vous pouvez trouver de la SOD en supplémentation, de la catalase aussi. Et ça marche très, très bien aussi, quoi. D'accord. Ouais, ça marche très, très bien. C'est pour ça qu'après, il y a la SOD, par exemple, elle est dépendante aussi de la quantité de cuivre et de zinc que vous pouvez avoir aussi au niveau de l'organisme. Donc, en fait, vous pouvez aussi deviner en fonction, plus ou moins, entre guillemets, de la quantité et de la symptomatique alors, en fonction de la quantité que vous allez voir sur l'analyse et en fonction de la symptomatique que la personne peut vous donner, vous pouvez déjà deviner si la personne a plus un manque de cuivre ou un manque de zinc, tu vois. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais GPX, SOD, catalase, les trois, direct. Les trois. Ouais. Et indirectement, ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut aussi vous amener à d'autres pistes de réflexion, comme potentiellement deviner, entre guillemets, ou partir dans l'hypothèse qu'il y a une inflammation de bas grade, etc., etc. Donc ouais, ça c'est vraiment les trois, quoi. Bon, restez avec nous parce que niveau timing, on est plutôt bien. Je crois que c'est le premier podcast qui va rentrer pile poil dans les temps. Ça fait 1 heure, c'est carré. Ça fait 1 heure? Ouais, j'ai le chrono là.
Ah ouais? Mais j'ai lancé un peu après, mais en vrai, je pense qu'on doit être entre 1h10 et 1h15. Ah merde, bon, bah, on n'y est pas du tout, les gars. De toute façon, je pense qu'on vous rentrera jamais un podcast en 1 heure comme on les Pas prévoit. possible. Solution, Impossible. supplément. Donc là, 1, alimentation. Augmenter tout ce qui est alimentation. Hein? ouais, je l'avais juste après. Ah oui, d'accord, pardon. Bon, bah, Bon, vas-y. vas-y, on commence par l'alimentation. Bon, ben, Vas-y. augmenter tout ce qui est vraiment les apports en polyphénol. Ok, super. Fruits rouges, légumes. Vin rouge. Vin- pour être bien rouge, exactement. Tout ce qui est aussi, tout ce qui est aussi le thé vert aussi, excellent antioxydant. Le nom de la molécule, j'arrive jamais à me rappeler, c'est EGCG, épicatocatéchine, un truc du genre. Est-ce que du coup, s'il n'y a pas de supplémentation en curcumine, est-ce que tu penses qu'un apport en curcuma Non, peut c'est aider trop ou faible. c'est trop faible? Honnêtement, je vous le dis, vous savez, ceux qui mettent la curcumine là dans l'eau, là, qui la font chauffer, non, vous n'aurez jamais assez de curcumine, jamais. Et c'est l'avantage justement du coup de prendre le complément, c'est que c'est hyper concentré, quoi. Donc c'est pas avec la cuillère de curcuma que vous allez mettre que ça va changer grand-chose, hein. Vraiment pas. Non. Pour moi, c'est vrai que là-dessus, bon, fruits rouges, en général, j'utilise à quand même assez haute quantité. ouais. La plupart du temps, en fait, pour vous faire très simple, dans tous les cas, vous allez avoir besoin les fibres, on en reparlera plein de fois, ça va revenir à répétition, Ah ouais. mais si vraiment comme trame minimale, et je rentre pas dans les détails parce que c'est prévu pour plus tard, Ouais. en termes de fruits, la plupart du temps sur mes trames de diète, il y a dans tous les cas, par défaut, 2 fois 150 grammes de fruits par jour, c'est le pareil. mini du mini. Et tu mets lesquels en général? Fruits rouges en principal, pareil. myrtille, framboise. Ouais, pareil. Pour moi, myrtille et mûre, c'est le meilleur. Ouais, ou mûre. Myrtille et mûre, c'est le meilleur. Donc c'est ceux que je mets en priorité, donc 2 fois 150 par jour. Et pour les légumes verts, la plupart du temps, c'est un minima de 2 fois 150 par jour. Forcément, c'est contextuel, hein. Quand vous mangez 4500 calories, vous avez tendance à baisser vos apports, ce qui est pas une bonne chose. Et de nouveau, on en reparlera plus en détail. Mais ouais, donc les aliments riches en polyphénol, ça c'est OK. Ouais, ça en premier. Après, les aliments complets, hyper important pour le digestif du coup. Parce qu'indirectement, si vous n'avez pas de fibres, la gestion du stress oxydatif va être très compliquée. Très compliqué. Après, je sais pas si tu voulais mettre d'autres aliments. J'en avais un dernier, Ouais. c'est justement les aliments qui sont riches en vitamine E. Ouais. Donc là, Oléagineux, t'as l'avocat, oui bien sûr. Les huiles aussi en tout genre. les huiles notamment, alors souvent dans les diètes de body, parce que là j'avais mis les aliments du bro, qu'on a l'habitude de tous mettre. L'huile d'olive. Huile d'olive, les amandes, l'avocat, les épinards, les brocolis, même si bon, les quantités vont pas péter au plafond, mais de nouveau, bien sûr, vous pouvez l'ajouter petit à petit. Et là-dessus, il y a un truc que j'utilise depuis pas très longtemps. Je pense même que c'est toi qui me l'as donné il y a... Ouais, c'est quoi? Ça doit faire 1 an ou 2. Forcément, j'ai toujours, pour mes diètes, je traque toujours en source de macros direct. Ouais. Et j'utilisais pas Chronometer avant. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre mes aliments dessus, forcément, comme alors je dis toujours que je travaille par trame pour vous le simplifier très simplement. J'ai en gros une méthode de fonctionnement sur ma diète qui va s'appliquer à tout le monde et qui forcément après s'adapte au contexte de la personne. Mais je pars pas du simple au double et je mets pas une personne à 0 carbs et 300 grammes de lipides parce que ça me pète et je pars en keto et je pars en high carbs à 1500 grammes de carbs avec quelqu'un d'autre. C'est plus ou moins toujours la même chose réajustée. Et ce que je faisais pas avant, c'était sur mes trames de diète de rentrer ces aliments que j'utilise tout le temps dans Chronometer pour avoir une idée des fibres, une idée des vitamines. Alors, et une idée au niveau de ma répartition d'acides gras. Ouais, ça, Chronometer, c'est bien, je pense, c'est pour traquer les apports en micronutriments. Le problème, c'est que, comme tu le sais, l'alimentation n'est plus malheureusement, est de moins en moins capable de répondre à nos besoins physiologiques. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a le fameux débat frais versus congelé. Congelé, vous allez quand même avoir une perdition en micronutriments qui est hyper importante. Et croyez pas que c'est pas parce que vous prenez du congelé que l'aliment va forcément avoir plus de micronutriments que du frais. Si vous prenez du congelé, ce que vous devez faire, c'est prendre en compte la date de surgélation, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou date de congélation. Surgélation, voilà, exactement. Et vraiment prendre l'aliment le plus proche possible de cette date-là, parce que quand vous dépassez 5 ou 6 mois, vous avez une déperdition, par exemple, de mémoire moyenne de 50% des vitamines B. Je crois que c'est B9, B6, c'est à confirmer. Mais vous avez déjà une grande déperdition, quoi. Et en fait, indirectement, l'aliment que vous avez en face de vous n'est plus aussi nutritif que ce qu'il devrait. Et si vous l'entrez sur Chronometer, vous allez avoir les taux corrects. Mais encore une fois, ça ne représente pas la réalité du terrain, quoi. En fait, si tu veux, j'essaie de les sensibiliser là-dessus pour que les gens ne se cachent pas derrière ça. Oui. Et comprennent qu'il y a quand même un intérêt, bien sûr, vois, à le traquer. Mais oui, forcément, bien sûr. toi as raison. Bien sûr. Et théoriquement, si vous faites vos courses intelligemment, vous n'êtes pas censé garder quelque chose dans votre congélateur pendant 6 mois ou 1 an. Normalement, non. Et si vous pouvez favoriser le frais, faites-le. Mais de nouveau, il y a toujours une question de budget. C'est comme les œufs, c'est comme les poissons gras, etc. Exactement. On fait au mieux. Mais c'est une notion qui est importante. Yep. Ok. Pour les aliments, moi, on est bon. Est-ce que toi, tu veux ajouter un truc? Non, c'est déjà pas mal. Hein. Supplément,
du coup, à focus antioxydant. Donc, je pense, en premier, j'ai mis la vitamine C. Ouais. Moi, j'aurais mis le. Tu fais par ordre de ce que toi tu utilises ou Non, j'ai fait par du plus commun Ok, au moins commun. ok. En général, j'ai mis vitamine C en 1, celui que je pense qu'on retrouve le plus. Ouais. Dosage moyen, je parle d'un homme de nouveau entre 1 et jusqu'à 2 grammes par jour. Ouais. Et petit hic aussi, la vitamine C, je sais pas si tu as vu, mais on voit de plus en plus la forme liposomale. Ne me prenez pas cette merde. Hein. Hors de question, ça. Me prenez pas cette merde. Déjà, de 1, ça vaut la peau du cul. Et de 2, que vous preniez de la naturelle ou de la synthétique, l'effet est exactement le même. La vitamine C, pour le coup, c'est probablement la vitamine qui échappe le plus aux différentes formes, entre guillemets, naturelle ou synthétique, où il n'y a pas vraiment de différence, comme avec la B9 par exemple. Mais que vous la preniez naturelle ou synthétique, l'effet est le même. Donc, mais ne prenez pas liposomal. Hein. Ça ne sert à rien. Ça coûte très très cher pour ce que c'est. Et ça n'a pas d'avantage. Ça ne va pas vous apporter de bénéfices supplémentaires. Hein. Vraiment pas. Donc vitamine C normale, hein. C'est largement suffisant quoi. Comme on était sur la vitamine, j'étais resté sur la vitamine E. Et potentiellement, là-dessus, j'avais pensé, tu sais, je pense qu'on dit complexe, à DEK. Ouais. Plus pour le côté pratique aussi. Ouais. Éviter d'avoir de nouveau une multitude de compléments. Ouais, indirectement, c'est bien parce qu'en général, c'est plutôt bien dosé et ça vous évite de prendre les compléments à l'unité. Donc indirectement, ouais. Moi, je fais souvent ça aussi, ouais. Ok. Tac. Ah oui, alors quel dosage est-ce que tu recommanderais? Parce qu'en général, moi chez mes gars, si je mets un ADEK, je mets celui de ton sponsor, parce que c'est le seul que je trouve. Ouais. Et moi, je prends celui avec 5000 huiles directement. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi? C'est une goutte? C'est une goutte, ouais. C'est une goutte. C'est pas une pipette. Hein, parce oui, que c'est une goutte. Ouais, c'est parce que des fois, les gens ils pensent qu'on se trompe, mais c'est vraiment une goutte. Et j'ai même, parce que ça m'étonnait un 4000. peu. Non, 5008. 5000 5008. Okay. C'est allemand, donc c'est un peu plus dosé qu'en France. Ouais. Je crois que c'était 5000, ouais. Ok, bon ça peut être en plus de ça, ça vous évite, forcément, parce qu'on en revient à un moment où on aura 10-12 compléments à un moment donné sur une fin de prépa. Bien sûr. Si vous pouvez réduire un petit peu, et en plus c'est vrai que l'avoir sous forme de goutte, ça évite une fois de plus de gober des pilules toute la journée, donc c'est sympa. Ça rend plus digestible, quoi. Le NAC, bon, on l'exclut parce qu'on l'avait déjà cité, le coenzyme Q10 ubiquinol. Ouais, ubiquinol, ouais. Si vous avez la... Ubiquinol. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux formes, tu as ubiquinol et ubiquinone. Oui, je dis ubiquinol, mais ouais, toi, t'es ubiquinol. Ça va bien se passer, chef. T'as un body. Fatigué, trop de café. Exactement. Tu mets à combien, toi, du coup, la Q10, en général? Je te disais tout à l'heure, en fait, par défaut, sur le complément de GP, c'est du 200 mg par jour. 200 mg, c'est déjà bien. Hein. Et on est déjà à 50 € par mois, donc je passe pas au-dessus. Forcément, j'ai toujours la contrainte du budget pour les prises de sang et pour les compléments. Ouais. J'avais fait, mais c'est pas pour ce podcast-là, mais j'avais fait un listing complet d'une prise de sang. C'est un podcast que j'aimerais bien faire avec Anto. Ouais. Avec les marqueurs, on va dire, dans un contexte idéal où la personne a un budget illimité et voir ce qui peut être intéressant chez un bodybuilder avec du oui-non. Mais on est sur une prise de sang que j'ai chiffrée à peu près à 600 €. Ah oui. Si ça peut vous poser le contexte. Donc c'est une prise de sang normale, quoi. Ce qui est considéré pour Anto une prise de sang normale. Ah oui, c'est dur à dire, mais 600-700 €, c'est pas déconnant. Ouais. Sauf que en fait, quand vous le mettez en proportion et que c'est le prix d'une prépa, forcément les gens... Ouais. Exactement. Mais ne pensez pas que les athlètes à haut niveau qui gagnent très bien leur vie avec des sponsors négligent ce genre de choses pour avoir de bonnes carrières. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ici ou pas? Pour les compléments pour le système antioxydant, oui. Il y en a plein. Il y a le sélénium. Oh, le sélénium, il est tellement incroyable. Ce truc-là, il est tellement incroyable. Le sélénium, c'est vraiment le complément, je pense, qui est très souvent mis de côté pour le système antioxydant, mais il est tellement incroyable ce truc-là. Ah, tu vas me focus sur la thyroïde pour un autre podcast, en fait, je ne l'avais même pas mis dedans. C'est vrai qu'il est très souvent connu pour ça, parce que tu sais, les fameuses enzymes qui permettent de convertir la T4 en T3, les DIO, t'en as 3, t'as DIO1, DIO2, DIO3, et en fait, ces DIO-là, c'est ce qu'on appelle des sélénoprotéines. Elles sont dépendantes du sélénium pour être créées. Donc en fait, si t'as pas de sélénium, tu n'en auras pas, enfin du moins beaucoup moins, mais pour le système antioxydant, le sélénium est incroyable. Il est incroyable. Donc si vous en avez la possibilité, en plus, c'est pas très cher. Et du coup, entre sélénium et noix du Brésil? Ah, sélénium. Okay. Parce que moi, en général, je le mets à 200 microgrammes, si je dis pas de bêtises. Alors, les premiers dosages, normalement, que tu vas trouver en complément, c'est 100 microgrammes pour les dosages légers, et ça peut monter jusqu'à 250. D'accord. 200, 250, ça dépend plus ou moins de ce que tu as. Ouais, moi, c'était du 200, je crois que c'est Swanson. Mais 200. Après, ça dépend encore une fois du taux que tu vas avoir. Bien sûr. Mais... Si tu as une personne qui a un taux de sélénium qui est haut, tu n'as pas besoin de mettre 250, techniquement. Après, pour un body, on sait que le sélénium... Et de par la prépa, vu qu'il y a moins de cales, moins de macronutriments, moins de micronutriments qui vont rentrer, tu peux monter. Ouais, ça me paraît pas déconnant, quoi. Surtout pour un mec qui fait 100 plaques plus, ouais. En général, les fois où je le vois monter beaucoup plus haut que ça, c'est dans les protocoles de fertilité. Ouais, ça peut aussi. Je monter à 400, 500. Ouais. Il y a aussi l'inositol qui marche très très bien pour les relances aussi, à des gros grammages, des grammages de poney. Okay. Des gros grammages de porc, ouais. Ok. Je l'ai surtout vu pour l'appétit, la gestion des... Ouais, mais quand tu fais une relance, l'inositol, ça marche très très bien. Cravings. Ouais. Ok.
Ouais, le sélénium, c'est vraiment le complément qui est très souvent utilisé. Et prenez-le, ça vaut 3 fois rien. Ouais. 200 microgrammes de sélénium par jour, Ça je vaut à pense peine que 10 balles, c'est rien. mais même pas, peut-être 5 euros par mois là. Bah, moi, en général, quand je bois, c'est à peu près 9 balles quand je l'ai à peu près, moi. Oui, mais 9. le Swanson, je crois qu'il est à 9 euros. Il y a... C'est quoi la forme qu'il y a dedans? Parce qu'il faut aussi faire attention à la forme qu'il y a dedans. Je sais plus, je te regarderai. Je te Normalement, pour prendre du sélénium de mémoire, il faut prendre de la L. C'est les. Non, j'ai plus le nom. Attends. Ça commence par un L, parce que de toute façon, dans tous les cas, ça provient des végétaux de par la fermentation. Attends, là je l'ai. Sélénium. C'est la L. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom du. Ah voilà, il est là. Pour le sélénium, c'est. Non, je l'ai pas. Bref. On vous le mettra dans la description. Voilà, si on y pense, ouais. Avec le sponsor d'Anto. Exactement. J'ai plus le nom. Pour payer Pardon. son café. Sélénométhionine. Voilà, je vais y arriver. Ah, Sélénométhionine. Voilà, c'est Je te celui-là. le confirmerai, je crois que Ouais. c'est celui-là. Et du coup, c'est L-sélénométhionine. Voilà. Ça, c'est la bonne forme. Du coup, point suivant, parce que celui-là, je pense qu'il va te plaire. Effet sur les reins. Oui. Parce que du coup, pour les body. Oui. Les AS, ça, en règle générale, vous n'allez pas passer au travers de Non. 3 choses que j'ai notées ici. Oui. Augmentation de la pression sanguine, Oui. donc stress mécanique forcément sur les reins. Oui. Augmentation de la filtration glomérulaire. Oui. Donc là, je vais marquer surmenage au niveau des reins, mais bon, Oui. en tous les cas, on le définira juste après. Et la toxicité des métabolites, des AS. Exactement. Donc là, pareil, on entend souvent fibrose hépatique, fibrose rénale aussi. Ouais, aussi polyglobulie, aussi plus le fait que il y a une augmentation de la tension, tu sais, par tout ce qui est augmentation de la rénine, augmentation de la stimulation du système SRAA, système rénine-angiotensin-aldostérone, ouais. C'est ça. Donc là, j'en ai noté 3 pour te laisser partir dessus. Yep. Protéinurie, hypertension et Donc- risque d'insuffisance rénale. Donc là, on est du coup sur les marqueurs rénaux, là, du coup. Marqueurs rénaux Ok. liés au stress oxydatif. Bah, déjà, pour le premier marqueur rénal auquel je pense que, le premier marqueur rénal, auquel je pense que le préparateur va vous faire checker, c'est la créatine. Non, parce qu'on sait qu'elle est dépendante de la masse musculaire de la personne. Forcément, plus un mec est tanké, entre guillemets, plus il va avoir de créatine. Donc c'est vrai que quand on prend quelqu'un de lambda, admettons, le monteur qui est derrière, admettons, il ne voit pas, qui pratique pas vraiment, qui a pas l'air de pratiquer vraiment de sport. Si lui, il a un taux de créatine qui explose le plafond, bon, on peut se poser en effet des questions, en sachant qu'admettons qu'il ne se supplémente pas, qu'il n'ait pas fait de séance de sport avant, etc., etc. Ça peut être en effet le signe d'une problématique rénale, mais du coup, c'est toujours contextuel à la personne. Donc si le mec est déjà de base, et comme toi ou comme moi, ou un body, bon, forcément, le taux de créatine n'est pas forcément pertinent, parce qu'il est dépendant de la masse musculaire. Donc quand même, moi, je te mettrais le DFG, la cystatine C, et je pense, après, encore une fois, c'est une question de budget, quoi. Alors, pour être honnête avec vous, en général, c'est les 2 seuls que je mets, mais pareil, parce que j'essaye de réduire un petit peu. Et en fait, je le vois comme ça. J'essaye de mettre la base, Ouais. je check, et si déjà ça part en sucette ici, ça sent pas bon. Parce que ouais, après on pourrait checker tout ce qui était les minéraux un par un au niveau sanguin, les minéraux aussi d'un point de vue urinaire aussi, parce que ça aussi ça peut être aussi le signe d'une insuffisance rénale indirectement, quoi. Donc, mais ouais, là minimum DFG et cystatine C. Et il y en a un, alors forcément j'avais prévu d'en parler plus tard, mais tant qu'on est là, on parle de stress oxydatif. Oui. Si vous avez justement une hypertension ça coûte pas cher à checker, vous n'avez pas besoin d'un bilan sanguin. C'est vrai. Donc si déjà vous avez de l'hypertension, forcément partez du principe que si vous avez une hypertension 7 sur 7 pendant 4 semaines consécutives, peut-être temps de s'alerter. Dans tous les cas, d'un point de vue stress oxydatif, on va péter le plafond. Donc c'est pas normal de vous trimballer avec des tensions à plus de 150 à l'année. Ah non. 160, 170, c'est pas normal. Non. Déjà que pour un body, la plupart du temps, le 120, 125, on le voit plus. On est déjà sur du 130 plus la plupart du temps. Ouais. Mais pour moi, tolérer plus de 130, 135, c'est Compliqué, ouais. Dans tous les cas, plus vous allez tolérer quelque chose de haut, sans forcément que ce soit dit haut dans le milieu du body, plus vous allez le cumuler sur des années, et arrêtez de penser que parce que vous commencez la chimie à 25 ans, vous allez faire une petite carrière jusqu'à 28 et stopper. La plupart du temps, vous allez pousser jusqu'à 35, 38. Ouais. Donc on parle de 10, 12, 15 ans de prise. 15 ans de prise en passant de 120 ou 125 à 135. Ouais. Cumulé sur 365 jours x 15 ans, ça va faire des dégâts. Ça fait beaucoup. Donc ça, c'est un marqueur qui coûte pas cher. Hein. Ouais. Vous faites un check. La plupart du temps, pour les body, je sais pas ce que tu en penses, mais on évite les tensiomètres au niveau du bras, puisque la plupart Ah oui, du temps, en soi, apparemment, oui. Ouais. pas super fiable. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison.
Et un truc que j'ai mis à la fin pour qu'on débatte en conclusion là-dessus, qui était sympa aussi. Alors, je ne l'utilise pas encore, Ouais. mais on le verra à la fin. C'est le fameux HRV. Ah oui. Je l'ai mis pour la fin. Du coup, pour la protection rénale, qu'est-ce que tu feras déjà en numéro 1, simple, efficace et pas cher? L'astragale. La première plante qui me vient en tête, c'est l'astragale. Après, je sais pas si vous voulez partir là-dessus en Tout à premier. l'heure, tu m'as dit pas les compléments, la nourriture. Là, c'est pas la nourriture. Tu parles de quoi là du coup? Hydratation. Supplémentation? Hydratation. Ah, hydratation. Ben, augmenter les apports en eau. Voilà. En fait, c'est le premier que j'ai mis parce que c'est tout le temps Ah oui, je oublié pensais par que tu vous, voulais les gars. partir directement sur la supplémentation, ouais. Ah, ok. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. Mais buvez. Buvez de l'eau. Ça, Ouais. ça paraît stupide. L'eau, je vous ai noté un petit truc. Parce que la plupart du temps, je pense que c'est assez mal compris par les gens. Bon, à chaque fois, c'est tout le temps pareil. Tu dis quelque chose à quelqu'un, il y a Ouais. toujours les extrêmes qui Toujours. rentrent en jeu. Hydratez-vous correctement, ne vous surhydratez pas sans raison. Forcément, théoriquement, on ne peut pas le quantifier facilement, mais l'eau, en tout cas, est censée suivre votre niveau de sudation et vos besoins. Pour certains, on va peut-être parler de 4 litres, et pour d'autres, on pourra parler naturellement de 6 ou 7. Ouais. Ça dépend d'où vous allez vivre. Bien sûr. Si vous faites 2 heures de cardio par jour en plein cagnard, avec 18 000 pas à Dubaï en plein été, forcément, ça va être un peu compliqué. Oui, que si vous habitez en Alaska, alors que oui. Exactement. Mais dans tous les cas, vos quantités d'eau doivent être proportionnelles à vos apports en électrolytes. Parce que si vous n'avez pas d'apport en sodium suffisant, pas d'apport en potassium suffisant et pas d'apport en magnésium suffisant, et que vous buvez 7 ou 8 litres d'eau par jour, vous allez probablement faire plus de dégâts au niveau de vos reins qu'autre chose. C'est compliqué. Et encore une fois, n'oubliez pas que c'est comme la supplémentation. Le but de prendre de la supplémentation est de compenser en fait le manque ce qui va être perdu de par l'utilisation que vous allez en avoir, quoi. C'est ça. Donc buvez en fonction de vos pertes hydriques, quoi. C'est le but à la base, hein, de renflouer les stocks. Hein. Si déjà vous voulez pas faire d'erreur, la plupart du temps, ce que je recommande, c'est un truc assez basique. La plupart du temps, pour un body entre hommes-femmes, on a entre 4 et 6 litres d'eau par jour, ce qu'on retrouve à peu près en moyenne. Une pincée de sel par repas, parce qu'on ne va pas s'amuser à saler toutes nos bouteilles d'eau. Une pincée de sel par repas, en général, on est à peu près sur 1 gramme. Qui dit 4 à 6 repas par jour en moyenne, dit 4 à 6 grammes de sel par jour. Ça fait 1 gramme à peu près par litre d'eau. C'est correct. Ce qui est correct. Et là, forcément, j'avais une question pour toi. Ouais. Parce que qui dit apport en sodium dit apport en sel. Ouais. On a des sels qui sont plus riches en sodium, d'autres en chlorure, et d'autres qui ont de l'iode en plus. Ouais. Est-ce que tu recommanderais justement d'en mixer parfois certains pour avoir un profil complet, ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Non, moi, à chaque fois que je recommande sur les diètes que j'ai, en tout cas, toujours un sel qui est iodé. Toujours. En général, le sel iodé, c'est un quoi? C'est un sel de table. Ouais, c'est un sel de iodé. table classique, ouais. C'est le sel de table classique Parce que auquel ils ont rajouté de l'iode en fait dedans. Ok, parce que le sel de table classique est plus riche en chlorure qu'en sodium. Ouais, mais après, c'est pas grave parce qu'encore une fois, il faut pas oublier que c'est la régularité qui va faire que si tous les jours vous salez vos plats et qu'en plus tu fais prendre des électrolytes pour combler le manque et des fois tu as des préparateurs et des coachs qui mettent des électrolytes le matin à jeun par exemple, etc. Ouais, bah, c'est bon en fait. Ok. Tant que vous faites dans la régularité, il n'y a pas de problème. Mais toujours iodé. Parce que le problème, c'est que l'iode en fait, on s'en est rendu compte, je crois que de mémoire, c'est l'OMS même qui a statué ça il y a pas longtemps, que le l'iode était malheureusement aujourd'hui considéré comme l'une des principales carences mondiales, quoi. Oui, c'est passé devant la vitamine D. Ah ouais? Je crois que c'est devant. Devant la D? Je crois que c'est devant. Devant ou en 2. J'ai vu qu'elle était haute dans le classement. Alors, après. si tu me dis top 5, je veux bien croire. Devant la vitamine D, ça m'étonnerait. Parce que la vitamine D, c'est quand même 80 à 90% de la population qui est carencée quand même. Ok. Peut-être moi qui dis une bêtise, alors 2, 3 peut-être. Dans le top 10, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Top 5, je pense que c'est pas déconnant, quoi. Mais toujours du sel iodé, pour moi. Toujours. Pour le sel rose, en général, bon, lui est plus riche en sodium. Par contre, mais il vaut trop cher. Il n'y a pas d'iode dedans et ça vaut cher. C'est trop cher pour ce que c'est et vous n'aurez pas plus forcément de bénéfices santé qu'un sel classique. Hein. Et je fais juste un petit crochet là-dessus parce qu'il y a Ramadan qui arrive. Qui dit Ramadan dit un moment restriction hydrique. Ah ouais, forcément, donc quand vous allez vous réhydrater, n'oubliez pas que l'organisme a une certaine capacité de traitement au niveau de l'hydratation. Vous ne pouvez pas boire 5 litres d'eau cul sec au moment de la... Ne le faites pas non plus. Ne le faites surtout pas. Et surtout, c'est là où je recommande énormément les apports en électrolytes dans vos bouteilles. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez d'abord vous réhydrater et après vous alimenter. Donc il est facile de pouvoir mettre des électrolytes dans une bouteille d'eau pour pouvoir se réhydrater de manière un peu plus conséquente à ce moment-là. Ouais. Dès que vous pouvez rompre le jeûne, direct vous buvez. Hein. Et moi, ce que je conseille de faire en général, c'est les personnes que j'ai en suivi. Ça dépend de quand est-ce que le premier repas peut être pris, entre guillemets. Mais s'ils en ont la possibilité, c'est directement un gros shaker avec de la whey, dedans des électrolytes et vraiment full eau, quoi. C'est ça. En général, moi, pareil, mais je leur mets 2 shakers. Un avec de l'eau et des électrolytes, un avec la whey, parce que forcément, si vous mettez souvent les électrolytes sont aromatisés au citron ou je ne sais quoi.
et prenez de bonnes électrolytes, parce que si vous prenez des électrolytes avec du magnésium oxyde en grosse quantité dedans, le transit va pas apprécier. Le transit, il va pas kiffer. Ça va pas bien se passer du tout. Donc parfait. Dernière question là-dessus. Si on pouvait le traquer, admettons, on met toute notre diète sur chronomètre. Ouais. Est-ce que tu aurais un ratio sodium-potassium que tu mettrais si tu pouvais de manière purement théorique? Parce que la plupart du temps, on voit un ratio 1 pour 2. Ouais. Donc, 1 gramme de sel pour 0,5 g de potassium. Et on peut le voir aller jusqu'à 1 pour 1. Ouais. Est-ce que tu aurais, si ils avaient la possibilité de le traquer pour que ça leur donne une idée, et en tout cas de ne pas être dans une extrême ou dans l'autre? Rester sur la normalité. Hein. En général, la normalité, je vois souvent 1 gramme pour 0,5. Ouais, mais ça me paraît pas, c'est pas déconnant, puisque la normalité en général fonctionne pour la grande majorité des gens. Après, quand tu es sur un body par exemple, ou là où encore une fois tu as un 100 plaques plus, etc., que le mec vraiment il sue à mort. Bon. Mais de nouveau, pour le potassium, l'alimentation. Ah oui, non, mais bien sûr, toujours l'alimentation en premier, de toute façon, dans tous les cas. Toujours. C'est le plus facile d'augmenter vos apports en potassium. Mais faites gaffe au potassium, hein, parce que si vous en prenez trop, le transit, il va pas non plus accepter. Hein. Et indirectement, n'oubliez pas que si vous avez constamment des diarrhées qui sont amenées, etc., déshydratation, perte d'électrolytes, le corps n'assimile pas comme il le devrait, et là, ça peut être compliqué aussi. Hein. Et vous vous retrouvez encore une fois dans une situation où la stratégie que vous avez mise en place ne vous est pas bénéfique, en fait. Donc, en fait, voilà quoi. Je crois que c'est le dernier point. Ouais, c'est le dernier point avant la conclusion. Yep. Donc, je m'étais noté, bon, vous vous en doutez, hein, les AS favorisent l'hypertrophie. Ah oui, de tout. Okay. Sauf, bon, ouais. Ça rétrécit certaines choses, ouais. Mais du coup, qui dit hypertrophie, dit gain en masse musculaire, mais dit aussi un stress oxydatif musculaire. Ouais. Donc ça, c'est le dernier que je voulais voir, parce que forcément, il y a une notion de fatigue qui va rentrer en jeu avec l'accumulation des ROS. Bien sûr. Et plus vous prenez une chimie, plus les ROS vont bombarder. Hein. Et plus il faut avoir un système antioxydant pour tamponner ça, quoi. Qui est solide. Là-dessus, j'avais noté donc... mais en fait, je les avais notés là. Ok. Les SOD. Ouais, c'est ça. Superoxyde dismutase, peroxydase. Ouais, c'est ça. Ouais. Je les ai notés ici, en fait. C'était la valeur de la créatine kinase. Ouais, le CPK. Ouais. Mais le problème, c'est que de toute façon, dans tous les cas, encore une fois, il faut savoir l'interpréter. Parce que si... Et c'est pour ça que, rappelez-vous que... T'imagines, si moi je suis ton infirmier, je fais ta prise de sang à 8 heures, par exemple, je vais connaître l'état de ton corps à 8 heures. Si tu as fait une séance la veille ou dans les 62 heures qui ont précédé l'analyse de sang, forcément la CPK va être élevée. Mais c'est normal. C'était ma question. Voilà. Justement. Et c'est pour ça que... Dans quel contexte est-ce que toi tu demanderais cette analyse par rapport à quelqu'un qui s'entraîne pour qu'il se met dans des conditions pour pouvoir avoir un résultat le plus... neutre possible. Le plus neutre possible. Le problème, c'est que pour un body qui s'entraîne, en fait, c'est quasiment impossible. Parce que le mec il est constamment en train de s'entraîner. En fait, le temps que ça redescende, le mec il va déjà devoir faire entre guillemets une autre séance. Et c'était du coup ma deuxième question, c'est est-ce que, parce qu'on l'a déjà vu, c'était Bumstead qui en avait parlé, et j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, Annie Rambot qui lui avait demandé ça, où justement, le mec avait pris 1 semaine ou 10 jours de repos complet avant de faire... Alors, il n'a pas fait 10 jours de repos complet que pour la créatine kinase, hein, vous vous en doutez. Oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, si on fait une analyse, par exemple, créatine kinase après 10 jours de repos, alors certes, on a peut-être un résultat qui sera bon, mais on a un résultat qui correspond pas du tout à l'état dans lequel notre corps est 365 jours de l'année. Bien sûr que non. Et encore une fois, dans son contexte à lui, vu qu'il a un contexte en une physiologie qui est complètement à part, en plus de ça, il a une maladie auto-immune, si je dis pas... C'est quoi qu'il a comme... Je sais plus par contre, ça je sais plus. Je sais plus. En plus, il a dit la dernière fois, je sais plus ce qu'il a comme maladie auto-immune. Après, je trouve que j'ai pas regardé depuis un petit moment. C'est pas... Non, je vais dire une connerie. C'est pas une maladie digestive qu'il a? Je sais pas du tout, vraiment j'en ai aucune idée. Bref, dans tous les cas, quand tu reprends son contexte à lui avec l'usage de la chimie qu'il y a eu derrière, plus le fait, et encore une fois, qu'est-ce qu'il appelle le repos exactement d'un point de vue sportif, si le mec a quand même fait un petit peu d'entraînement histoire de maintenir un peu, il va quand même y avoir une CPK qui est un peu quand même élevée. Mais du coup, est-ce que c'est une analyse que tu ferais quand même? Non, CPK non. Parce que forcément, elle sera toujours élevée chez le body en fait. Elle sera toujours haute chez un gars qui s'entraîne 5-6 fois par semaine. Et bien sûr. Même un mec qui fait une séance, des 3 séances par semaine, indirectement, c'est moins intense que Sebum ou que toi ou moi par exemple, il aura quand même une CPK élevée. Donc si par exemple vous allez voir votre médecin et qu'il voit que la CPK est élevée, dites-lui bien que vous avez fait une séance de sport avant. Parce que si le mec il voit ça, il va dire putain, le cœur est en train de lâcher, le cerveau est en train de lâcher quoi. Et c'est pour ça que je te demande, parce que je prends par exemple, on prend quelqu'un qui a un bon niveau de pratique. Qui s'entraîne, admettons, sur un format de push-pull legs et qui va vous faire un soulevé de terre dans la semaine, 2 séances de cuisses. La plupart du temps, et pour ça, avec un hack squat à 5 plaques, une presse à 10 ou 12 plaques et un soulevé de terre à 2,20. La CPK, elle explose au plafond. La CPK, elle va exploser au plafond. Donc forcément, c'est une analyse que je ne demande plus. Non. Parce qu'en fait, à chaque fois, je la vois exploser au plafond. Et en fait, je me dis, si je leur demande du repos
pour avoir une CPK basse, ce Ouais. sera une CPK basse, admettons, le lundi parce qu'ils ont pris 5 jours de repos, Ouais. mais qui du coup ne représente pas du tout les Ah, mais bien sûr. 365 jours de l'année. Et de toute façon, dans tous les cas, tu pourras rarement avoir une CPK qui est plus ou moins normale. Parce que le mec, vu que le temps que ça redescende, en fait, à peine ça va redescendre, que le mec va déjà recommencer à se rentraîner derrière. Donc en fait, c'est du temps perdu pour rien, un budget dépensé pour rien, et en fait, tu perds un marqueur pour rien, quoi. Donc moi, je vois pas l'intérêt, sauf dans des cas très particuliers à la limite. En plus, j'avais eu un mec comme ça en Suisse, je sais plus comment ça s'appelle quand tu as une CPK qui est élevée parce que la physio elle est tellement fatiguée, tellement épuisée. Ça s'appelle de la rhabdomyolyse, je crois. Rhabdomyolyse ou rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et j'ai déjà eu 2 ou 3 cas comme ça, mais sinon, à part ça, non. Bon, là-dessus, pour cette partie-là, alimentation, on en revient à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ouais. Complément, j'ai noté la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr. J'en avais pas de plus à citer spécifiquement pour ça. Ouais. Par contre, un petit truc, forcément, gestion du volume d'entraînement peut être intéressante ici. Et c'est pas pour vous dire, ok, je vais quantifier à la lettre mon volume d'entraînement, je fais une analyse de créatine kinase, je vais voir. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement pour vous faire comprendre que l'entraînement, dans tous les cas, va emmener du stress, un stress oxydatif qui est élevé, Bien sûr. et que dans certains cas particuliers, notamment en fin de préparation pré-peak week, c'est pour ça qu'on a aussi tendance souvent à réduire un petit peu le volume d'entraînement. C'est pas dans le but d'avoir une meilleure analyse de créatine kinase, c'est simplement pour faire comprendre que moins de stress sur l'organisme, moins d'eau, plus de facilité à piquer quelqu'un. C'est simplement pour vous faciliter le rapport entre les deux. Aussi indirectement, n'oublie pas que le moins le corps est fatigué, le plus il recommence un peu à récupérer, le plus il va être répondant en fait, à tout ce que tu vas mettre en place. Justement, il y a une citation que j'ai depuis pas longtemps que j'aime bien. Ah ouais, je ne l'ai pas encore mis sur Insta parce qu'à chaque fois que j'ai mis une citation sur Insta, il y a quelqu'un qui se l'approprie. Ah, t'es quelqu'un, toi. Excuse-nous. Tu veux des screens? Non. Je me suis même fait voler mon logo, les gars. C'est vrai? Ouais, salle de sport à Marseille. Ah, mais ça, oui, tu me l'avais dit. Mais non, il avait pas déjà avant toi? Non, c'est moi qui l'avais en premier. Ah oui, parce qu'en fait, tu m'en parlais, oui, mais je crois que c'était. Non, Xtreme avec un X. Ah non, c'est pas toi alors qui avait fait un logo et ça fait déjà pris. T'es quelqu'un, toi. Une citation que j'aime bien. Vas-y. Alors attention, je ne vise personne. More is not better. Ouais. Unless more. Ouais. Produce. On l'avait déjà more dit ça. Result. On l'avait déjà dit ça. Ah non, c'était pas ça que tu avais dit sur le premier podcast, je me rappelle, ou le deuxième. Pas ça là. Donc en gros, ça veut simplement dire quoi? Ah ouais. Que mieux, ce n'est pas forcément plus, ouais. sauf si plus vous permet d'avoir plus de résultats. Ouais. Et ça, c'est valable pour tout. La diète, les calories, la chimie, la supplémentation. Tout. Si vous mettez plus pour avoir plus, jusque-là, je suis OK. Donc si demain, on montre un athlète qui prend 3 grammes de chimie par semaine, qui arrive à le moduler d'une manière ou d'une autre niveau santé, en tout cas que ce soit correct pour un athlète qui prenne 3 grammes de chimie par semaine, le gars pèse 130 kilos, dans tous les cas, c'est ce qu'on va retrouver chez un open pro de ce gabarit-là. Pro, hein. J'ai précisé. Oui, précise pro, mais tu le remets encore pro, pas amateur. On n'est pas encore entré dans les détails. Non. Donc forcément, si on parle d'un gars de ce gabarit-là, le fait de prendre plus pour avoir plus, OK. Par contre, souvent, vous les entendrez dire que ils arrivent, c'est des gars qui vont toucher des points de non-retour, parce que c'est des gars qui vont tout le temps foncer dans les extrêmes. Et donc, en général, c'est des gars qui, pour ceux qui sont intelligents, qui essayent justement de trouver la corde sensible et le moment où il va falloir commencer à retirer un peu pour avoir de nouveau des progrès. Donc là-dedans, pour vous, en tout cas à tout niveau confondu, si on part de A, on ne passe pas à B tant qu'on n'a pas épuisé A. C'est sûr. C'est pour ça que vous allez souvent pouvoir faire la même chose encore et encore et encore. Et la plupart du temps, vous passez à B trop vite par impatience. On n'augmente rien, tout confondu, tant qu'il y a de la progression. Alors, j'ai un discours un peu différent sur l'entraînement, mais parce que l'entraînement, c'est là où on le prend moins de risques. Et de toute façon, dans tous les cas, l'entraînement, il aura beau être optimisé, si la physiologie l'est pas, l'entraînement, c'est mort, quoi. T'auras rien. Et c'est pour ça que vraiment faire plus, des fois, ne veut pas dire obtenir plus. Mais vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Travailler, et c'est ce qu'on disait dans le podcast numéro 1, hein. Travailler avec le corps et ne travailler pas contre lui. Hein. Et justement, pour la conclusion, c'est un truc que j'avais noté, que je trouvais intéressant. Parce que forcément, on parle de stress oxydatif. Pour la partie nutrition, un truc qu'on retrouve très souvent dans le body, c'est le... Alors, je te lis en anglais. Le fameux force feeding. C'est le fait de devoir manger de manière mécanique. Ah oui, se forcer à manger, quoi. Se forcer à manger, mais se gaver comme une oie. Forcément, ça, partez du principe que du moment où vous êtes hors saison et que vous commencez à vous forcer à manger, à la limite de vomir chaque repas 4-5 fois par jour, c'est pas bon, là, c'est pas bon signe. La plupart du temps, pareil, ça pète le plafond. Il y a forcément, du moment où vous vous alimentez sans appétit, de manière mécanique, il y a déjà des marqueurs qui sont partis complètement dans les choux. Donc ça, faites attention, si vous forcez à ce niveau-là,
c'est que vous allez avoir, dans tous les cas, un stress qui sera élevé et une inflammation élevée derrière. Bien sûr. Et indirectement, si vous vomissez à chaque fois, l'assimilation, elle est pas ouf. Hein. Ouais. Et en Elle est plus, ignoble, qui hein. dit après, digestif, Ah ouais. complètement inflammé. Le microbiote, il prend trop cher. Il prend hyper cher. Et après, vous avez quoi? La récupération, le sommeil. Bien sûr, Qui tout. dit le sommeil qui se dégrade, dit le digestif qui se dégrade d'autant plus. La Tout. récupération, le sommeil. Bien sûr. Et vous partez dans une boucle, dans un Et cercle c'est le vicieux. serpent qui se mord la queue et l'un entraîne l'autre, etc. Ouais. Et ça, pareil, je le dis parce que c'est des erreurs que j'ai faites par le passé. Forcément, quand vous avez des gars qui ont du mal à grossir, hein, on monte. Il y en a certains qui peuvent monter très haut. J'ai des gars qui sont montés à 6-7 000 kilocalories, avec de l'appétit, hein, encore. Costaud. Hein. Tu vois. Et bon, c'est des cas très rares, attention, je précise, Ouais, ouais. ça arrive, c'est un gars 6 sur 7 100. 000, c'est balèze. Hein. La plupart du temps, les gens, chez Ménatis, ça commence à bloquer à 4000, 4005, la plupart c'est à fourchette haute. Et chez ceux qui ont de bons digestifs, en général, qui sont plus gros et qui ont l'habitude aussi, je précise, Ouais. et qui ont, on va dire, une certaine conscience, hein, qui font attention au sommeil et à la récupération. Qui optimise, quoi. Peut-être jusqu'à 5000, mais la plupart du temps, ça commence à bloquer ici. Ah, c'est déjà balèze, hein. 5000 cales, c'est énorme. Hein. Ouais, mais de nouveau, on parle de gars qui font peut-être 110, 115, 120 kilos. Ouais, mais ça me choque pas, quoi, en même temps. Voilà, c'est pas choquant, mais partez du principe que même pour un gars de ce gabarit-là qui va se maintenir à 4005, c'est déjà un stress de se maintenir. De ouf. C'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr. Donc, si on a le digestif dans les choux, et l'assimilation forcément de la prise de chimie va prendre une claque aussi ici. Bien sûr. Ça, on en a déjà parlé avant, mais... Et la régulation aussi des effets secondaires, et notamment de l'aromatisation. S'il n'y a pas le digestif, c'est compliqué. Hein. Là-dessus, un petit truc que souvent je vous dis en rigolant, mais regardez aussi la qualité de votre peau. En général, la peau, c'est un très bon marqueur, déjà très simple. Hein, pour hormonal voir si... aussi, ouais, la peau. Ouais, hormonal aussi. S'il y a des dégradations. Ouais, parce que les glandes sébacées sont extrêmement réceptives par rapport aux androgènes et elles-mêmes, de leur côté, vont également sécréter des androgènes. Donc en fait, le problème, c'est que si vous amenez beaucoup de tests et de dérivés de tests de base et que vos glandes sébacées de base en produisent beaucoup, voilà, c'est la peau elle est hyper grasse, le sébum il est abominable et là vous vous retrouvez avec des cas d'acné et coucou quoi. Et coucou, on prend plein de vitamine B3 et on finit aux urgences. Putain. Donc ouais, vous pouvez prendre de la niacine si vous faites de l'acné. Ah mais je déconne pas, mais vraiment, pas. quand le mec m'a dit ça, qu'il est parti aux urgences à cause de ça, j'étais mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Donc stress oxydatif, foie, cœur, rein, la plupart du temps, c'est ce qui va prendre sa plus grosse claque. Bilan lipidique. Bilan lipidique, j'ai oublié. Le HDL. Supplémentation pro-antioxydante, on vous l'a donné. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, hein. de ce qui était le plus intéressant. Vraiment, ouais. Et le dernier que j'avais noté pour toi, stress is a bitch. Stress is a bitch, mais stress is a bitch pour tout. Pour tout. Pour tout. Et ça, de toute façon, il va vous le répéter à chaque fois. Et mais tout le temps. Rentre, hein. Tout le temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça sera toujours extrêmement compliqué, tu sais, de qualifier, de quantifier la façon dont le stress va affecter quelqu'un parce qu'on est tous différents par rapport à ça, en fait. Et c'est ça qui rend le truc complexe. On sait que ça va amener, dans les grandes généralités, tu sais, sur les guidelines, ça et ça. On a tous une réponse qui est commune, mais à la fois différente. Donc, une personne va plus aller sur ce terrain santé, d'autres là. C'est compliqué, en vrai. Mais le stress, c'est vraiment la clé de tout. Hein. La clé, c'est vraiment un truc qui va constamment accentuer en fait, c'est ce que tu as déjà en fait. Donc si déjà de base vous avez une physiologie qui est stressée et que là vous n'êtes pas bien. Et en général, quand vous n'êtes pas bien là-haut, pensez environnement avant de penser ashwagandha. Ouais, ou rhodiola ou rhodiola et après ou safran et en excès et après votre foie. Ouais. C'est combien les grammages d'ashwagandha du coup que tu disais que tu avais vu? Alors, franchement, sans rigoler, j'en vois. Comme c'est en général, c'est alors c'est des compléments en général que je vois qui circulent en France. Mine de rien, ça monte vite à 500-600 mg par gélule. Ouais. Et j'en voyais qui montaient vraiment jusqu'à une prise par repas pour avoir un niveau de stress lissé sur la journée. Ouais. Donc j'ai dit, attends, si on fait 5 repas fois 600 mg plus rhodiola. Tu déconnes. Ouais. Donc 5 grammes plus? Non, ça fait entre 2,5 et 3. Non, mais si tu mélanges, c'est les deux mélangés qui font. Ah non. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était ça. Ah oui, d'accord. Les deux ensemble, si tu vas arriver à ça. Hein. Tu vas arriver à 5 grammes par jour. Ne prenez pas ça, les gars. Vous imaginez, ça ferait genre une grosse cuillère à café. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, je pense qu'on va pas leur faire le HRV aujourd'hui. On le fera une prochaine fois parce que là, ça va faire très long. Sinon. Ça fait 1h30 là. Voilà. Bon, oui, à chaque fois une petite demi-heure de plus. Mais bon, je pense que vous avez ça gratuitement sur YouTube. Je pense pas que vous allez vous plaindre. Exactement, c'est ça, ouais. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ça fait déjà une bonne heure et demie. Là, on a fait le tour. On est bon? On est bon, je pense. Ouais, je pense qu'on est bon. Hein. Bon, j'espère que vous êtes régalés en tout cas. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas à bombarder dans la section commentaires parce qu'on a d'autres épisodes. Donc peut-être qu'on qui vont arriver. Un petit FAQ au milieu. Ça peut être sympa. Ouais, d'ouf. Donc n'hésitez pas.
Et si vous avez une physio qui est complètement détruite, bah, vous avez Ne Anto prenez pas qui de est dispo. B3. Et prenez Anto en coaching. Putain, c'est catastrophique cette B3. Ciao les FDP. Tchou. À plus. Ciao tout le monde.